L'été avant de devoir rentrer à la fac, j'ai fait du secrétariat chez un mécanicien. Un des mécaniciens, qui s'appelait Georges, a commencé à me draguer presque immédiatement. Et après 2 jours de travail, il m'avait déjà proposé qu'on se voie. Au final, ce fut un coup de foudre. Il me faisait voir la vie en rose. Je l'ai présenté à tous mes amis, et tout le monde l'adorait. Puis un malheur est arrivé. Un soir, il m'a appelé pour me dire qu'il avait eu un accident, et que son bras était cassé. Il a dit qu'il ne pourrait pas travailler pendant un moment, et il ne savait pas comment il allait payer son loyer. J'ai proposé de l'aider en lui disant que je lui donnerais 1 000 $. J'avais vraiment besoin de cet argent pour ma première année de fac. Mais je savais qu'il me rembourserait. Et il l'a fait. La semaine suivante, il m'a donné 200 $. Puis je lui ai demandé quand il pouvait me donner le reste. Et c'est là que ça a commencé à déraper. Il ne m'a pas répondu. J'ai essayé de l'appeler, mais soudainement il n'était plus du tout joignable. J'ai appelé son coloc. Il a dit que Georges était parti. Il avait tout pris. Son lit, ses meubles. Il n'y avait plus rien. J'ai commencé à paniquer. Où était-il parti? J'ai contacté tous ceux que je pouvais pour leur demander. Et un mec a raccroché quand j'ai prononcé le nom de Georges. Puis il m'a envoyé un message en disant que Georges lui devait beaucoup d'argent et qu'il ne voulait pas entendre parler de lui, sauf si c'était pour dire qu'il allait le rembourser. J'étais tellement choquée. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Puis quelques jours plus tard, un de ses amis m'a appelé et m'a dit que Georges était un peu en dépression et qu'il faisait une retraite méditative de silence pour essayer de faire le vide. Ok, ça faisait sens. Enfin, il aimait bien méditer. Puis un soir, on frappa à ma porte. Il était tard et je priais pour que ce soit Georges. Mais non, c'était une vieille femme. Je ne la connaissais pas. Elle pleurait en disant qu'elle était la mère de Georges et qu'elle venait d'apprendre que Georges venait de décéder. J'ai tout de suite fondu en larmes et on s'est enlacés. Elle a dit que Georges avait beaucoup de dettes et qu'un gang l'avait tué. « Non !» criai-je. « Ça ne pouvait pas être vrai. Georges ne faisait pas de jeu d'argent. Mais c'était vrai. Et il a fallu que je m'y fasse. Il était parti et il ne reviendrait pas. Et il n'y avait pas d'obsèques. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. J'ai failli ne pas aller à la fac. Mais mes amis m'ont convaincu que ce serait positif pour moi. Puis j'ai fini par rencontrer un nouveau mec, Arnaud. Et c'est rapidement devenu sérieux. Je lui ai parlé de Georges et il était très compréhensif. 1 an plus tard, il a réservé un voyage surprise pour mon anniversaire. Et je commençais enfin à me sentir de nouveau normale. Il a loué une voiture pour qu'on aille dans un bungalow près de la plage. Mais en chemin, la voiture est soudainement tombée en panne. On était littéralement au milieu de nulle part. Donc on a passé des appels pour essayer de trouver un garage qui nous dépanne. Ça nous a pris plus d'1 heure pour trouver de l'aide. Puis encore 30 minutes pour être dépannés. En arrivant, je suis allée m'asseoir. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Georges. La dernière fois que j'avais été dans un garage, c'était quand on travaillait ensemble. Arnaud était occupé à parler au mécanicien. Puis il m'a appelé. « Chérie, j'étais en train de dire au mécanicien que tu travaillais aussi dans un garage. » J'ai levé les yeux et je pensais halluciner. C'était Georges. J'ai senti tout mon corps se refroidir. Et j'ai vraiment cru que j'allais m'évanouir. Arnaud a couru vers moi pour me demander si ça allait. Et je lui ai dit que c'était Georges. C'était bien lui. Je me suis mise à crier son nom. Et le manager est venu en me demandant si ça allait. Et j'ai demandé où était parti Georges. Il a dit qu'il n'y avait personne de ce nom ici. Puis il a demandé à Arnaud si j'avais peut-être besoin de m'allonger quelque part. Il ne me croyait pas. Mais je jure sur ma vie que c'était lui. J'ai écrit à ses anciens amis en leur disant que je venais de le voir. Et l'un d'eux a répondu immédiatement, en disant qu'il me croyait et qu'il allait venir pour essayer de le trouver. Mais vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Il a réparé notre voiture et s'est enfui avec. Le manager devenait fou et criait son nom. « Bon, on revient tout de suite ou j'appelle les flics !» Et je me tenais là en criant qu'il s'appelait Georges et pas Ben. Puis j'ai décidé d'appeler sa mère. Elle a répondu et a fait semblant de ne pas savoir qui j'étais. Et elle a dit que son fils était vivant et bien portant. Et que de toute évidence, quelque chose ne tournait pas rond chez moi. Ça devenait de plus en plus bizarre. J'ai appelé les flics et leur ai tout raconté. Et ils ont dit que Georges était sur la liste des personnes disparues. Et qu'ils essayaient de le localiser depuis 1 an et demi. Je leur ai dit qu'ils venaient de voler notre voiture. Et je leur ai donné le numéro de plaque. Puis ils ont dit qu'ils allaient essayer de le trouver. Et puisque les flics m'ont prise au sérieux, Arnaud aussi. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Par contre, ils sont allés chez sa mère. Et il se trouve qu'elle avait tenté de le protéger, en l'aidant à faire croire qu'il était mort.
car il était trop endetté et il l'avait menacée en disant qu'il vendrait sa maison si elle n'acceptait pas de jouer le jeu. J'avais la nausée, c'était dingue! Alors il était sorti avec moi juste pour me soutirer de l'argent, et pendant tout ce temps je pensais qu'il m'aimait. Je me sentais vraiment bête. Bon, les flics l'attraperont sûrement bientôt. Enfin, ça ne doit pas être si dur de le trouver. Et quand ce sera le cas, il va avoir de gros ennuis. Il doit tellement d'argent à tant de personnes. Maintenant, j'étais en fait contente que notre voiture soit tombée en panne. Sinon, on n'aurait jamais vu qu'il était toujours en vie. Même si je suis ennuyée aussi, car nos sacs et mon sac à main étaient dans la voiture. Je suis entrée dans la cafétéria et j'ai dégluti. Le seul siège libre était à côté de Johanna, une des filles les plus bizarres de l'école. Elle était toujours assise seule. Et d'habitude, je l'évitais, parce que les gens disaient qu'elle ne parlait pas beaucoup et qu'elle était totalement timide. Mais d'une certaine manière, je me sentais un peu désolée pour elle. Je veux dire, comment ça pourrait être mauvais? Eh bien, j'ai dû parler trop vite. Ce n'était pas génial. Je me suis assise avec un sourire et elle m'a juste lancé un regard noir et a grogné. « Vas-y alors, lance-moi ta pire insulte. » J'étais confuse et j'ai dit « Oh non, je voulais juste m'asseoir ici et dire bonjour. » « Est-ce que ça va ?» Soudain, Johanna s'est mise à parler à 1 million de kilomètres à l'heure, en me disant que bien sûr elle n'allait pas bien et qu'elle devait voir un thérapeute tous les jours. Puis, elle m'a montré toutes les pilules qu'elle devait prendre et m'a dit qu'elle était très anxieuse. J'étais choquée. Submergée d'informations, je me suis sentie mal à l'aise et j'ai commencé à partir. Mais elle m'a pris la main et m'a dit « Nous sommes amis maintenant, non ? Je n'ai jamais eu d'avis dans ma vie avant. Tu es la première personne à qui j'ai vraiment pu m'ouvrir. Même mes parents ne savent pas à quel point c'est dur pour moi. » Waouh, je ne pouvais pas la laisser maintenant. Je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit que je me sentais heureuse d'être son amie. Je veux dire, il s'agirait juste d'aller déjeuner ensemble ou de prendre un café au plus. Ça ira. Cependant, l'interprétation de Johanna d'une amie était légèrement différente de la mienne. 3 jours plus tard, je suis rentrée de la bibliothèque assez tard. Alors je suis allée directement dans ma chambre, comme d'habitude, et j'ai commencé à me changer. Seulement, j'ai trouvé Johanna juste derrière moi quand je me suis retournée. Et j'ai failli réveiller tout le bâtiment avec un cri de frayeur. « Oh, hey, coloc !» m'a-t-elle dit avec un grand sourire. Quoi ?» C'était insensé. Colocataire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a juste rigolé et dit qu'elle se sentait seule dans son dortoir. Et que comme j'avais une chambre double, elle avait demandé au responsable du dortoir si elle pouvait emménager avec moi. Je suppose que ce n'était pas si mal. Je veux dire, je me sentais seule aussi parfois. Alors cette nuit, on est resté debout très tard à discuter. Et pour être honnête, c'est vraiment bien d'avoir une colocataire. Nous sommes devenus proches. Et quelques soirs plus tard, nous avions eu une soirée cinéma. Johanna s'est tournée vers moi et a dit « Catherine, il y a quelque chose que je dois te dire. » Oh non, il y avait sûrement plus de choses dérangeantes à dire. Comment cette fille s'en sortait-elle? Mais alors elle s'est mise à rougir et a dit « J'ai le béguin pour quelqu'un. Il s'appelle Mitch. » Oh mon Dieu, je savais exactement de qui elle parlait. Johanna, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un vrai coureur de jupons. T'es bien trop bien pour lui. Du moins, c'est ce que je lui ai dit. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'aimait que les filles populaires. Il n'aurait jamais été attiré par une fille comme Johanna. Johanna ne l'a pas très bien pris. Tu es jalouse, n'est-ce pas? Je parie que tu as le béguin pour lui aussi. Eh bien, j'ai avoué en premier, donc il est à moi. Fais-toi plaisir. Je n'aurais jamais eu envie de quelqu'un comme Mitch. Je ne suis pas ce genre de fille. Johanna a ensuite dit qu'elle me prouverait qu'elle pouvait le séduire. Je me suis sentie agacée par elle et je suis retournée regarder le film. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que ma vie était plus dramatique que jamais. Et j'ai commencé à regretter de m'être assise à sa table ce jour-là. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Une semaine plus tard, j'ai été confrontée à une énorme surprise. Johanna et Mitch ont commencé à sortir ensemble. J'étais allongée à écouter de la musique quand j'ai entendu des voix derrière la porte. J'ai ouvert et il y avait Mitch qui s'en allait. Il s'est retourné pour envoyer un baiser à Johanna et vous auriez dû voir l'expression de satisfaction sur son visage. « Je te l'avais dit !» a-t-elle dit en riant. Waouh! Arrogant. Mais ok, j'étais heureuse pour elle. C'était une femme de parole. Mais j'avais peur qu'elle soit blessée. Je n'ai pas eu le temps de la prévenir, car très vite, elle était avec lui 24 heures sur 24. Il est même venu dans notre dortoir et j'en avais assez de les entendre s'embrasser. Ils étaient tout le temps en train de s'aimer de façon dégoûtante. Et c'est vite devenu épuisant. Le jour de la Saint-Valentin,
Il a envoyé 100 ballons dans notre dortoir. Et je n'ai même pas pu passer la porte. Pourrait-il être encore plus excessif? Ce n'était même pas si romantique. Mais Johanna était sous le charme. C'était douloureux à regarder. Mais pas aussi douloureux que de voir Mitch marcher dans la rue en tenant la main d'une autre fille. Oh, je me suis figée. Ce n'est pas possible. J'ai rapidement envoyé un SMS à Johanna pour lui demander comment ça se passait entre elle et Mitch. Elle a répondu immédiatement en disant « Tout va bien? Pourquoi ?» Alors, je lui ai dit ce que j'avais vu. Mais je n'ai pas eu de réponse. Je me suis précipitée dans notre dortoir et lui ai demandé pourquoi elle m'ignorait et si elle allait bien. Mais elle a commencé à me crier dessus en disant que j'essayais de ruiner sa relation parce que j'étais jalouse. Clairement, elle ne me croyait pas. Je lui ai dit que je disais la vérité, mais elle s'est levée et est partie en claquant la porte derrière elle. Les choses sont devenues vraiment gênantes après ça. Elle m'ignorait dans le dortoir, en classe, et ne répondait à aucun de mes textos. Et elle ramenait toujours Mitch dans notre chambre et l'embrassait devant moi. Finalement, je n'en pouvais plus et je lui ai demandé de déménager. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ensuite. Johanna a perdu la tête. Elle s'est mise à crier. « C'est quoi ton problème? Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse et quelqu'un m'aime. Et toi? Tu es là à essayer de me cacher ça. Et pourquoi tu veux me mettre dehors? C'est pas de ma faute si tu es célibataire, Catherine. Peut-être que si tu arrêtais d'être si jalouse une seconde, quelqu'un t'aimerait toi aussi. » Je ne pouvais pas la croire. J'avais envie de crier. C'était la pire. Et le lendemain matin, c'était encore pire. J'étais assise avec des amis avant le début du cours, quand soudain, Johanna est entrée et a fondu en larmes. Les gens ont couru vers elle et lui ont demandé si elle allait bien. Et c'est là que mon sang s'est glacé. Elle a commencé à dire que j'avais dit du mal de son petit ami et que maintenant je voulais la virer de notre dortoir. Et puis, j'ai entendu ma voix. J'ai regardé et elle avait sorti son téléphone et joué un enregistrement de notre dispute. Bien sûr, elle l'avait édité pour me faire passer pour la méchante. Même mes amis avaient l'air choqués. Et Johanna leur a dit que j'étais une fille à deux visages, une bonne à rien, et que j'aimais raconter des ragots sur les autres dans leur dos. J'ai essayé d'expliquer à tout le monde que Johanna mentait et qu'elle était juste en colère, mais tout le monde m'a regardé l'air choqué. C'était comme s'ils la croyaient. J'étais stupéfaite. Le lendemain, j'ai remarqué que Johanna montrait à mes amis des photos sur son téléphone. C'était des captures d'écran de mes textos. Mais elle les avait modifiées pour faire de moi un véritable monstre. Une fois, Johanna m'avait envoyé un message en rigolant sur le fait que mon amie Valérie avait la pire des coiffures. Et j'ai plaisanté en disant qu'elle avait dû se la couper toute seule. Et il y a eu le message où Johanna a dit que Mitch avait dit que son ex Anna, qui était aussi notre présidente de classe, devait coucher avec le professeur d'économie pour avoir de bonnes notes. Et j'ai dit « Anna est-elle tombée si bas? Non seulement elle a une liaison avec un homme marié, mais en plus elle commet une faute académique. Je pense pas qu'elle ferait ça. » Mais bien sûr, Johanna a coupé cette dernière phrase, et elle n'a pas montré ses parties dans les conversations non plus. De cette façon, j'avais l'air d'être la pire amie du monde. J'ai essayé de leur dire ce que Johanna faisait, mais ils étaient trop blessés pour me croire. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, Johanna avait envoyé ces messages à toute l'école. Pendant le reste de la journée, les gens venaient me voir et me disaient que je n'étais qu'une méchante fille. Et puis au déjeuner, je suis allée m'asseoir à ma place habituelle avec mes amies, et soudain, elles sont toutes parties et m'ont laissée seule. J'entendais tout le monde chuchoter à mon sujet. Et la fille la plus populaire, Abigail, est venue vers moi et m'a dit que j'étais une déception pour cette université et que je ne méritais même pas d'être ici. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Alors je me suis précipitée dans mon dortoir, mais la surveillante du dortoir était là, les bras croisés, bloquant la porte. Elle a dit qu'elle avait reçu des rapports sur mon comportement et que j'avais une semaine pour quitter le dortoir. Je ne comprenais pas. Qu'avais-je fait? Apparemment, les gens lui avaient dit que je voulais la faire virer. Et puis je me suis souvenu que Johanna avait dit ces mots exacts et qu'elle m'avait demandé comment elle pouvait dénoncer la responsable. Alors, je lui avais envoyé un texto expliquant comment la dénoncer. Oh mon Dieu, elle a même utilisé ça contre moi. C'était trop. Je suis allée trouver Johanna. J'étais furieuse. Elle était en train de ruiner ma vie. En arrivant en classe, j'avais prévu de montrer à tout le monde l'intégralité de nos conversations par chat, non éditées. Mais je n'en ai pas eu l'occasion parce que Johanna sanglotait de façon hystérique et tout le monde la réconfortait. Elle disait que vivre avec moi était une torture et qu'elle devait prendre des médicaments pour me supporter. « Assez! Comment oses-tu » ai-je crié. « Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait?
Johanna s'est bien sûr mise à pleurer encore plus fort et tout le monde me fixait comme s'il voulait me tuer. Je suis sortie de là en me sentant complètement vide. J'avais perdu mes amis, mon dortoir, ma réputation et jusqu'à ma dernière parcelle de dignité. Tout ça à cause de ce serpent. Je ne savais toujours pas ce que j'avais fait de mal. Plus j'essayais de comprendre, plus tout le monde défendait Johanna. C'était inutile. Personne ne m'écoutait. Finalement, je les ai tous ignorés. J'ai quitté le dortoir et j'ai fait comme si Johanna n'existait pas. Heureusement, je me suis faite de nouveaux amis qui m'aimaient, me faisaient confiance et ne déformaient jamais mes propos. Quant aux ragots sur moi que tout le monde faisait encore, j'ai appris à les bloquer. Et puis, environ 4 mois plus tard, j'ai reçu un email de Johanna. J'étais choquée. Elle disait « Catherine, je suis désolée. Tu avais raison depuis le début. Mitch me trompait et j'aurais dû t'écouter. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. Je ferai tout pour me faire pardonner. J'avouerai à tout le monde. S'il te plaît, soyons à nouveau amis. Tu me manques. » Pas dans 1 million d'années. J'ai supprimé l'email tout de suite. Il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour se faire pardonner. Elle avait ruiné ma vie et j'en avais fini avec cette toxicité. Bon débat. Bonjour, je m'appelle Mia et j'ai vécu les 14 premières années de ma vie piégée dans un mensonge. Je n'ai jamais quitté la maison. Et par là, je veux dire jamais. J'ai grandi en croyant que j'étais allergique au soleil et que si je restais trop longtemps dehors, je me transformerais en poussière. C'est stupide, je sais, mais je n'étais qu'une enfant et je n'avais aucune raison de ne pas croire ce que ma mère me disait. Les rares fois où je suis sortie dans le jardin, ma peau est devenue toute tachetée et gonflée. Avec le recul, il est clair que maman m'avait donné quelque chose pour que ma peau entre en éruption. Mais à l'époque, je croyais sincèrement que le soleil était là pour m'avoir. Je me souviens avoir regardé derrière le rideau et avoir vu les enfants jouer dans la rue. Ils avaient l'air de s'amuser. Et je me sentais si triste de ne pas pouvoir me joindre à eux. Maman est entrée dans ma chambre, a rapidement fermé le rideau, puis elle a attrapé mes épaules et m'a crié dessus. « Mia, ne fais plus jamais ça. Le soleil peut entrer à travers les rideaux et te rendre croustillante. C'est ce que tu veux ?» Je me souviens avoir pleuré en secouant la tête. Je n'ai plus jamais regardé les autres enfants après ça. Je les entendais encore jouer. Alors je fermais les yeux et j'imaginais que j'étais là avec eux, en train de jouer à la poursuite et d'apprendre à faire du vélo. Je voulais tellement que ce soit ma réalité. Le problème était que je n'avais pas cette vie. Au lieu de ça, j'étais coincée à l'intérieur, sans amis. Je n'avais même jamais touché l'herbe avant. Maman m'a fait l'école à la maison. Elle a pris ça très au sérieux et s'énervait vraiment quand je ne comprenais pas quelque chose. Une fois, j'ai donné la mauvaise réponse à une équation mathématique. Alors elle m'a crié dessus. « Tu es vraiment une idiote. J'en ai assez de toi. » Puis elle m'a enfermée dans ma chambre sans dîner. C'est fou, hein? Mais à l'époque, j'avais tellement peur que je n'osais plus rien lui demander. Il n'y avait que maman et moi, et personne d'autre dans ma maison. Elle a dit que mon père était mort quand j'étais bébé. Encore une fois, je n'avais aucune raison de ne pas la croire. Je n'ai jamais eu de téléphone pour parler à quelqu'un. Et à qui devais-je parler? Pourtant, je me souviens avoir été fascinée par cet objet étrange, qu'elle pressait souvent à l'oreille. Chaque fois qu'elle était au téléphone, je croyais qu'elle se parlait à elle-même. Maman m'enfermait dans la maison pendant qu'elle sortait. Puis à son retour, elle me lançait juste quelque chose à manger. Un sandwich, un paquet de chips. Et parfois, elle changeait le repas en pain. Elle n'a jamais vraiment cuisiné. Je ne suis même pas sûre qu'elle savait le faire. Ma maison était une vieille maison simple. Il n'y avait pas beaucoup de choses dedans. Pas de télé, pas de canapé, une cuisine de base. Je veux dire, ça ressemblait à une maison abandonnée. Mais je pensais que c'était normal, parce que je n'avais jamais vu d'autres maisons. Ma chambre était petite, froide et sombre. Je n'avais qu'un matelas dur et quelques vieux oreillers qui me démangeaient. Je n'avais même pas de couverture de lit. J'avais l'habitude de me bercer pour dormir chaque nuit, et je rêvais d'être dehors à jouer avec les autres enfants. Puis les choses ont empiré quand j'ai eu 10 ans. Maman est entrée dans ma chambre, m'a donné de la nourriture et une pile de livres, et m'a dit que je devais rester dans ma chambre à partir de maintenant, pour qu'elle sache que j'étais en sécurité. J'ai supporté ça pendant 4 ans. C'était horrible. Elle me jetait mes repas et me donnait de nouveaux livres une fois par semaine. J'avais tellement faim et je me sentais tout le temps seule. Puis un jour, le soir venu, elle ne m'avait toujours pas nourrie. Mes douleurs de faim ont pris le dessus. Alors j'ai essayé la porte et, à ma grande surprise, elle n'était pas fermée. Je me suis donc faufilée en bas. C'est alors que j'ai vu maman faire les 100 pas dans la pièce, son téléphone à la main. Elle a dit « Ouais, je sais ça, Tom. Elle a enfin l'âge. Alors, quand vas-tu venir la chercher ?» Puis elle a dit « Demain à 10h. Je vais compter l'argent. »
Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Puis j'ai entendu maman dire « Bon, je suppose que je ferais mieux d'aller la nourrir alors. » J'ai vite fait de monter à l'étage et de m'allonger sur mon matelas. Maman est apparue et m'a passé un sandwich et de l'eau. Elle s'est assise à côté de moi, ce qui était étrange, car elle ne le faisait presque jamais. Et elle m'a souri en disant « Il faut que tu te nettoies. » Et je t'ai acheté une nouvelle robe à porter. « Pourquoi, maman ?» lui ai-je demandé. Son sourire s'est transformé en un air maussade, et elle a donné un coup de pied à mon matelas. « Pourquoi faut-il toujours que tu sois si insolente ?» Je ne voulais pas la contrarier davantage, alors je ne lui ai rien demandé d'autre. Le lendemain, maman m'a fait mettre la nouvelle robe, et m'a fait sortir de ma chambre. Puis on a frappé à la porte. Et maman a fait entrer cet homme étrange. Je n'avais jamais eu d'interaction avec quelqu'un d'autre que ma mère. Alors je suis restée assise là, effrayée. Il avait à peu près l'âge de ma mère, il était grand, très grand, et il avait des yeux méchants. Il a passé une enveloppe à ma mère, qu'il a ouverte et en a retiré beaucoup de morceaux de papier. Je sais maintenant que c'était de l'argent, mais à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. Ma mère l'a compté, puis lui a fait un signe de tête et lui a dit « Elle est tout à toi. »« Bon, tu viens avec moi, ma chérie. » Il s'est dirigé vers moi. « Quoi ?» Je l'ai regardé bouche bée. « Mia, tu vas vivre avec cet homme maintenant. » a dit maman, comme si ce n'était pas grave. « C'est ce qui arrive quand tu as 14 ans. Tu dois partir. »« Mais maman, pourquoi ? Je ne le connais pas. Je ne partirai pas. » Puis elle m'a giflé et a crié à haute voix. « Va avec lui. Je n'ai fini avec toi. » C'est alors que j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre avec cette femme. Je suis sortie en courant par la porte d'entrée. Se transformer en poussière était sûrement mieux que de vivre avec l'un d'entre eux. Seulement, quand le soleil a touché ma peau, elle ne m'a pas brûlée. C'est alors que j'ai su que maman m'avait menti tout ce temps. Alors j'ai commencé à courir sans savoir où j'allais. J'entendais maman et cet homme me courir après et crier. Mais j'ai continué à courir. Chaque petit bruit me faisait peur, car je ne comprenais pas ce monde et les gens qui y vivent. Je me souviens ensuite qu'une femme m'a secouée et m'a dit « Chérie, tu vas bien ?» Au début, j'avais tellement peur et je me suis mise en boule. Mais ensuite, elle m'a dit qu'elle n'allait pas me faire de mal, qu'elle voulait juste m'aider. Elle avait des yeux gentils, pas comme ma mère ou cet homme. Alors je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle avait l'air complètement choquée, mais elle a appelé la police. Il s'avère donc que, lorsque j'étais bébé, on m'a volée. Ma mère n'est pas vraiment ma mère du tout. C'était une femme dérangée qui m'a volée de ma poussette et qui a fait une terrible affaire avec cet homme Tom pour qu'il puisse m'acheter à elle quand j'aurai 14 ans. Elle ne connaissait pas mes vrais parents. Elle a juste vu une chance de me prendre et elle l'a saisie. C'est horrible de penser qu'elle m'a volé une vie normale, mais j'essaye de ne pas trop m'attarder sur cette pensée. Je ne peux pas changer le passé. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mes vrais parents ont été retrouvés. C'était si émouvant de les voir pour la première fois. Ils m'ont pris dans leurs bras et nous avons tous pleuré. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais cessé de me chercher. Et devinez quoi ? J'ai découvert que j'avais une petite sœur qui s'appelle Isabelle. J'adore traîner avec elle et la regarder jouer. C'est la meilleure. Ça a été difficile. J'ai dû apprendre tellement de choses, comme comment interagir avec les gens, et même comment manger avec un couteau et une fourchette. Mes vrais parents ont été si gentils et patients avec moi. Maintenant, à l'âge de 19 ans, j'ai une sorte de vie normale. Je trouve encore beaucoup de choses déroutantes, et j'ai du mal à me retrouver dans une grande foule. J'ai dû m'habituer à dormir sur un lit, et je trouve que l'ordinateur est la chose la plus impressionnante qui soit. Mais j'arrive à fonctionner dans le grand monde. Quant à ma fausse mère et Tom, eh bien, ils ont tous deux été condamnés pour leur implication dans mon kidnapping et sont maintenant en prison pour une très longue durée. J'ai une chance de mener une vie normale dans le monde normal. Et même si ce qui m'est arrivé est horrible, je ne vais pas laisser ces gens cruels ruiner ma vie. J'ai enfin une famille aimante. Et je sais qu'avec leurs soins et leur soutien, je peux tout surmonter. Hey, je suis Ryan, et je suis ici pour prouver qu'il est impossible pour les gars et les filles d'être juste amis. Ouais, je sais que c'est le 21e siècle et tout, mais je n'en suis arrivé à cette conclusion que par l'expérience. Mon ex Karine était amie avec un type super chiant appelé Antoine. Ils se connaissaient depuis des années, mais il était évident qu'elle lui plaisait. J'ai vu à quel point il était gluant avec elle. Elle insistait tellement sur le fait qu'il n'y avait rien entre eux. Mais devinez quoi ? Après notre rupture, il ne leur a pas fallu longtemps pour officialiser leur relation sur les médias sociaux. Après ça, j'ai commencé à sortir avec une fille géniale qui s'appelle Lily. Je n'ai même pas fait attention au fait qu'il y avait quelques gars dans son groupe, car j'ai fini par me lier d'amitié avec eux tous. Ils sont tous sympas et surtout ce gars, Auguste, avait l'air d'être un mec cool.
On a joué au basket ensemble et on a discuté de jeux vidéo. Mais Lily n'aimait pas que je lui parle, car elle disait qu'elle trouvait bizarre que je sois si amicale avec lui alors qu'elle préférait que je ne le sois pas. Peu importe, je mets juste ça sur le compte du fait que les filles peuvent être bizarres parfois. Ok, alors peut-être que Lily n'avait pas l'air d'apprécier Auguste à ce point. Elle ne s'est jamais assise à côté de lui ou ne lui a jamais vraiment parlé. C'était probablement juste un drame de fille ridicule. Et j'ai continué à discuter avec Auguste comme si de rien n'était. C'était un gars authentique qui faisait des choses gentilles. Comme quand Lily s'est saoulée à une fête. C'est lui qui m'a appelé pour que je vienne la chercher. Puis il est resté avec elle jusqu'à ce que j'arrive. En fait, j'avais un peu pitié d'Auguste, car le reste du groupe avait tous des partenaires. Alors il restait tout seul. Une fois, alors que Lily et moi nous donnions des fraises à manger l'un à l'autre et que nous étions très romantiques, j'ai remarqué à quel point il avait l'air triste. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. Je devais l'aider à se trouver une petite amie. J'ai donc une amie qui s'appelle Cécile. Elle est douce et jolie, mais elle peut être un peu autoritaire. Elle glisse toujours des bonbons dans mon sac à dos avec des notes autocollantes disant « Apprécie avec mon amour, c'est ». Et elle aime chaque photo que je publie sur mes pages de médias sociaux. Je lui ai dit qu'elle ne m'intéressait pas comme ça, car je suis avec Lily, mais elle sourit toujours et dit « Je le sais, idiot ». Quoi qu'il en soit, Auguste m'a semblé être le genre de gars qui pourrait aimer une fille qui donne des bonbons et qui est légèrement collante. Donc, lors d'une sortie de groupe au cinéma, je lui ai dit que je me sentais mal qu'il soit le seul célibataire du groupe, et que j'avais une amie qui serait parfaite pour lui. Au début, il a secoué la tête, et a dit merci mais non merci, car il ne cherchait pas de petite amie en ce moment. Je n'acceptais pas de refus, alors la semaine suivante, je l'ai bombardé de messages lui disant à quel point Cécile était géniale. Il a fini par accepter de sortir avec elle et m'a ensuite envoyé un message pour me remercier d'avoir organisé ce rendez-vous et me dire qu'il avait passé un bon moment. Résultat, appelez-moi Dr Love, s'il vous plaît. Vous êtes les bienvenus. Ma relation avec Lily se passait très bien. Alors quand elle m'a dit qu'elle partait pour la nuit avec ses amis, je lui ai dit que c'était cool, car je lui faisais confiance et je leur faisais confiance. Puis, à 3h du matin, alors que je tirais sur des zombies dans mon jeu, mon téléphone a sonné. C'était Auguste. Nous avons joué à Action ou Vérité. Désolé, mais je pense que tu dois entendre ça. Cela a été suivi d'un message vocal. Mon cœur s'est enfoncé en entendant Lily dire d'une voix éméchée « Avant d'aimer Ryan, j'avais des sentiments pour un autre gars. Et j'en ai encore un peu maintenant, mais... » L'enregistrement s'est terminé là. Non pas que cela ait de l'importance, car j'en avais assez entendu. Ma copine aimait quelqu'un d'autre. Puis Auguste m'a envoyé un message. « Désolé pour ça, frérot. J'ai pensé que tu méritais d'avoir un avertissement. » Je l'ai remercié pour son honnêteté. Je savais que ça devait être dur pour lui de dénoncer Lily. Comme je le voyais, c'était vraiment un bon gars avec les bonnes intentions. Pour des raisons évidentes, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Alors le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé faire un jogging pour essayer de chasser le brouillard de mon esprit. C'est alors que Cécile m'a appelé et m'a demandé de sortir pour un pique-nique. J'ai accepté. J'ai pensé que se morfondre n'aide qu'à souffrir encore plus. Quand je suis revenu de mon jogging, Cécile était déjà garée devant mon dortoir, un sourire sur son visage et un panier de pique-nique à la main. J'ai fait un commentaire sur la vitesse avec laquelle elle l'a emballé, et elle a rougi et a mentionné quelque chose à propos de l'intuition féminine. Je puais, alors je suis allé me doucher rapidement. Puis, alors que je montais dans la voiture de Cécile, Lily m'a envoyé un message me disant qu'elle serait de retour à midi et que je devrais venir déjeuner. Mais je ne suis pas encore d'humeur à discuter avec elle. Alors, je lui ai envoyé un message disant que j'étais occupé par un devoir. Le pique-nique était super. Il faisait si beau et Cécile avait rempli le panier avec toutes mes friandises préférées. Je suis revenu en me sentant positif. Et si Lily avait le béguin pour un autre gars, cela ne voulait pas dire qu'elle ne m'aimait pas, n'est-ce pas? Alors, je suis allé chez Lily, mais quand elle a ouvert la porte, elle m'a juste regardé de travers et m'a dit « Oh, c'est toi ?» Bien sûr, c'était moi. Qui d'autre cela pourrait-il être? Je l'ai suivi à l'intérieur, mais son humeur n'a fait qu'empirer. J'ai essayé de lui poser des questions sur son voyage, mais elle a répondu en haussant les épaules et en roulant les yeux. Ennuyée, je lui ai demandé quel était son problème. C'est alors qu'elle s'est mise en mode rage et m'a crié dessus. « C'est quoi mon problème? Pourquoi ne parlons-nous pas de toi? Où étais-tu aujourd'hui? Ne crois pas que tu puisses me mentir. » Puis elle m'a montré son téléphone. Sur l'écran se trouvait l'un des posts de Cécile sur le fait qu'elle avait fait un beau pique-nique avec moi. « Nous sommes juste des amis, Lily, tu sais ça. Tu as passé toute la nuit avec tes amis masculins et je ne me suis pas plaint. Je sais qu'elle t'aime bien, et maintenant tu traînes avec elle derrière mon dos. » Alimenté par la colère, je lui ai crié dessus. « Et alors? Tu n'es pas vraiment innocente non plus. Je sais que tu préfères un autre type à moi. Alors je te suggère d'aller le voir à la place. » Quoi? Peu importe. Tu sais quoi? Très bien, peut-être que je le ferai.
Ouais, eh bien, je pense que tu devrais. Je suis parti de là en trombe et j'ai foncé dans la rue. Quand je suis revenu à mon dortoir, je me suis rendu compte que je venais de rompre avec l'amour de ma vie. Bon sang, c'était nul. Depuis lors, chaque fois que je voyais Lily sur le campus, elle m'ignorait totalement. C'était le pire sentiment qui soit. Auguste m'a beaucoup envoyé des messages pour vérifier que j'allais bien. J'espérais qu'il pourrait m'aider à me remettre avec Lily, mais je recevais de lui des ondes vraiment bizarres. Une fois, il m'a même envoyé un message disant « Tu es un mec génial, tu es trop bien pour Lily de toute façon. » Ok, bizarre. Est-ce qu'il avait le béguin pour moi? Cela expliquerait pourquoi Lily se méfiait que je sois ami avec lui. Pire encore, j'avais Cécile qui traînait autour de moi comme une sorte de patelle. Comme j'étais seul, j'ai accepté d'aller prendre un café avec elle. Elle a laissé son téléphone sur la table quand elle est allée aux toilettes. Il a fait un bip et je l'ai regardé. C'est là que j'ai vu qu'Auguste lui avait envoyé une photo de lui tenant Lily dans ses bras, avec la légende « Hé, regarde, j'ai réussi. Toi aussi, termine vite ta mission, quoique nous devrions peut-être passer le double rencard. » Lorsque Cécile est revenue, j'ai agité la photo devant elle et lui ai dit « Je pense que tu as des explications à fournir. » Son visage est devenu tout pâle, mais elle m'a fait un faible signe de tête. Il s'est avéré que lors de son rendez-vous avec Auguste, ils avaient discuté du fait qu'elle était folle de moi et qu'il était amoureux de Lily. Puis Auguste a montré à Cécile les messages que je lui avais envoyés pour lui dire combien elle était géniale et pourquoi je pensais qu'il devait sortir avec elle, alors il a compris que je devais secrètement l'aimer et a suggéré qu'il trouve un plan pour nous séparer. Là, je pensais qu'Auguste était mon ami, mais il s'est avéré que c'était un génie maléfique. En pleurant, Cécile m'a fait écouter le message vocal complet qu'Auguste lui avait envoyé cette nuit-là. Avant d'aimer Ryan, j'avais des sentiments pour un autre gars, et j'en ai toujours un peu maintenant. Mais ça n'a pas d'importance, car j'ai décidé que Ryan est le gars qu'il me faut. D'ailleurs, certains d'entre vous ont probablement remarqué que l'autre gars, eh bien, c'est Auguste. Nous sommes juste amis, alors laissons ça de côté. J'ai dit à Cécile de rester loin de moi, puis je suis parti en trombe. Elle a crié après moi, mais je l'ai ignoré, et je l'ignore depuis. Alors voilà. En fin de compte, les amitiés entre personnes de sexe opposé n'apportent jamais rien de bon. Je voulais croire que les garçons et les filles pouvaient être juste des amis, mais il est clair qu'ils ne le peuvent pas. J'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai décidé de tout dire à Lily, car elle mérite de savoir quel type cruel et sournois est Auguste. Je ne sais pas comment elle va réagir, mais je sais que je dois lui faire savoir. Non, j'espère qu'elle me donnera une autre chance, mais il sera peut-être trop tard. Auguste nous a éloignés avec ses jeux d'esprit et je suis resté là et je l'ai laissé faire. Elle me manque. Souhaitez-moi bonne chance. Salut à tous, je m'appelle Candice. Ma petite taille et mon air enfantin font penser que je suis une enfant. Mais les apparences sont parfois trompeuses. J'ai en fait 34 ans. Je sais que ça a l'air dingue, mais c'est à cause de ma maladie très rare. Le syndrome de Turner. C'est une maladie uniquement féminine. Ça veut dire que j'ai seulement le chromosome X. Et en conséquence, je fais plus jeune que mon âge. Et je fais la même taille qu'un enfant de 11 ans. Alors même si je suis adulte, on me prend pour une enfant. Vous devez vous dire que c'est une bonne chose. Oui, je peux faire des folies dans les magasins de bonbons sans attirer l'attention. Mais à part ça, avoir l'air beaucoup plus jeune que mon âge est difficile à vivre. Je suis l'aîné de 3 enfants. Mon frangin Jérémy et ma sœurette Diana sont plus jeunes que moi. Mais à cause de ma maladie, ils ont l'air plus âgés que moi et ils sont plus grands que moi. Je vais vous parler de quand j'avais 16 ans et que mes parents se sont rendus compte que non seulement j'avais l'air plus jeune que Diana, mais qu'en plus j'étais plus petite. Je me suis dit que c'était rien et je grandissais moins vite, voilà tout. Mais ma mère n'était pas du même avis, alors elle m'a emmenée voir 7 médecins différents. Et puis voilà, l'un d'eux m'a dit que j'avais le syndrome de Turner. Évidemment, ni moi ou ma famille n'avions entendu parler de cette maladie avant. Enfin, je veux dire, une maladie qui vous rend jeune éternellement. On dirait un truc tiré d'un film. Du calme, je suis pas en train de mourir ou autre, mais ça veut dire que je n'aurai jamais l'air d'une adulte. Je me rends compte que les gens dépensent beaucoup pour avoir l'air jeune, et moi, j'ai l'air jeune sans rien faire. Mais croyez-moi, avoir l'air d'une enfant quand vous êtes adulte peut devenir un problème. Par exemple, le lycée fut un cauchemar. J'avais cette amie, Alice. Au début, on était quasiment inséparables. Mais plus le temps passait, et elle vieillissait, mais pas moi. Elle m'a rejetée, et s'est mise à se moquer de moi comme les autres filles. Elle faisait exprès de faire des pleurs de bébé quand je passais devant elle. Et l'une d'elles avait même mis une poupée dans mon casier, avec une photo de moi dessus. J'ai arrêté d'être l'amie d'Alice après ça. Et je regardais avec tristesse les autres filles de mon âge qui commençaient à sortir avec des garçons. Mais aucun garçon ne m'a jamais remarqué. Vraiment, ils ne me remarquaient pas du tout. Surtout les grands. Et pour le peu qui baissaient les yeux et me voyaient, eh bien, ils faisaient des blagues ringardes du genre « Hé Candice, il fait quel temps en bas ?»
Et il faut que quelqu'un appelle la maternelle car une enfant s'est échappée. Même pendant les pires taquineries, Diana et Jérémy ont toujours été là pour moi. Ils me réconfortaient quand j'étais triste. Et ils m'attrapaient la boîte de cookies sur l'étagère du haut. Je suis peut-être petite, mais je suis déterminée. Alors j'ai réussi à aller à la fac et j'ai fini par avoir un diplôme d'enseignement. Lors de mon premier jour à mon nouveau poste, j'étais très nerveuse. Mais je me suis rassurée en me disant que je pouvais le faire. En me voyant pour la première fois, mes élèves étaient surpris et très confus. L'un d'eux a dit « Excuse-moi, jeune fille, tu es perdue ou quoi? Où est ta maman ?» Waouh, l'audace de cette fille! Elle avait vraiment dit ça? J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Non, je suis votre prof. J'ai peut-être l'air d'une fille de 11 ans, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. » Ils ont tous pouffé et rigolé, et un élève a dit « Ouais, c'est ça. » Alors j'ai montré ma carte d'identité à la classe. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en les voyant un par un regarder ma carte avec un air choqué. Splendide! Durant mon premier cours, j'ai parlé à mes élèves du syndrome de Turner pour qu'ils puissent comprendre. Après ça, ils me respectaient. Sauf ce garçon qui se prenait visiblement pour le comique de la classe. Puis il a dit « Vous savez, la prochaine fois, vous devriez mettre un costume de chipmunk ou d'elfe, car ça vous irait à merveille. » Toute la classe a rigolé. Alors je l'ai collé pendant 4 semaines. Je peux vous dire que plus personne ne rigolait après ça. Et personne n'a refait de remarques sur ma maladie. Un jour à la cantine, j'étais dans la salle pour les profs quand le prof de sciences, Henri, est venu et s'est assis à côté de moi. Puis a souri en disant « Salut, comment ça se passe ta première semaine ?» Quel canon! Mes jambes ont flanché instantanément. On s'est mis à parler de ma maladie et il était adorable. « Ça m'est égal, je connais le syndrome de Turner. Ça n'a pas d'importance parce que je t'apprécie. Ça fait partie de toi. » Ces mots faisaient chavirer mon cœur. Il était si sincère et gentil. On a commencé à se voir plus souvent, puis on est sortis ensemble. Ne le dites à personne, mais parfois je le trouvais si irrésistible que je ne pouvais pas m'empêcher de l'embrasser dans le placard de ménage. Bien sûr, ma maladie nous causait des problèmes. Une fois, j'étais avec Henri dans un bar. J'ai demandé au barman si je pouvais avoir une vodka. Il a dit « Désolé ma petite, t'es trop jeune pour boire de l'alcool. » Même quand je lui ai montré ma carte d'identité, il refusait de me servir. Incroyable! Une autre fois, on s'embrassait sur un banc au parc. C'était si romantique. Jusqu'à ce qu'une vieille femme nous crie dessus. « Espèce de pervers! Comment pouvez-vous embrasser une petite fille ?» Pire encore, 2 policiers sont arrivés et j'ai dû me justifier. Et leur montrer ma carte d'identité. Heureusement, ils m'ont cru. Et Henri n'a pas été arrêté. Mais la vieille femme continuait de regarder Henri avec mépris. Puis, juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être plus gênant, on est entré dans un magasin. Henri venait de me passer des céréales que je ne pouvais pas atteindre. Quand j'ai entendu quelqu'un derrière moi. « Candice, c'est toi ?» Oh mon Dieu, je connaissais cette voix. Je me suis retournée et, oui, c'était mon ancienne amie d'enfance, Alice. Elle a souri et a dit « Waouh, tu n'as pas du tout changé. Mais je ne suis pas étonnée, tu ne changes jamais. » J'ai répondu « Tu n'as pas quelque chose à faire? Je suis avec mon copain là. » Elle a eu l'air surprise en voyant Henri. « Attends, tu sors avec elle? Elle est pas, un peu petite pour toi ?» Il a haussé les épaules et lui a dit « Je me fiche de ce que tu penses d'elle, car c'est la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. » Elle a repoussé ses cheveux en arrière et a dit « Pourquoi tu ne sors pas avec quelqu'un de ta taille? Enfin, regarde-moi par exemple, je suis super sexy. »« Ouais, de loin sûrement, » dis-je en roulant des yeux. Tout le monde dans le magasin s'est mis à se moquer d'elle. Et maintenant, c'est elle qui était gênée. Vous savez ce qu'on dit? La vengeance est un... Enfin, vous connaissez la suite. Malgré tout ce cirque, Henri est resté avec moi et a continué à me soutenir. Il a même organisé un rendez-vous pour que nos familles se rencontrent. On s'est rencontrés dans un restaurant. Quand les parents d'Henri m'ont vu, ils étaient assez surpris. Sa mère m'a enlacée, mais son père m'a regardé froidement. Mes parents n'ont pas arrêté de poser des questions à Henri, pendant que Diana et Jérémy parlaient sport avec les sœurs jumelles d'Henri. Tout allait bien jusqu'à ce que soudainement, le père d'Henri frappe du poing sur la table en disant « Je n'en peux plus. Vous ne devriez pas sortir avec mon fils, il est trop bien pour vous. Votre petite taille va lui gâcher la vie. » J'essayais de garder mon calme, mais au fond de moi, c'était tellement blessant que je n'avais pas les mots. Henri est intervenu en disant « Ça suffit, papa. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça juste parce qu'ils sont différents. Tu devrais avoir honte. » Puis il s'est agenouillé et a sorti une bague de sa poche. « Candice, je t'aime et je t'aimerai toujours. Alors, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Au début, j'étais bouche bée. Mais ensuite, j'ai retrouvé mes mots et j'ai dit « Oui, 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 je veux t'épouser. »
Je pleurais de joie et ma famille et sa mère applaudissaient et s'enlaçaient. Mais ensuite, le père d'Henri a secoué la tête, dégoûté, puis est parti en vitesse. Le jour de notre mariage, le père d'Henri a refusé de venir. Je me sentais mal pour Henri, mais il m'a dit qu'on ne devrait pas laisser le mauvais choix de son père gâcher ce jour parfait. J'allais avancer vers l'autel quand son père a surgi dans la pièce. Oh non, allait-il ruiner la cérémonie? Tout le monde le fixait, et je pensais que j'allais m'évanouir à cause du choc. Mais ensuite il a dit « Je suis désolé d'avoir agi comme ça. J'ai eu tort de vous juger à cause de votre maladie. J'aimerais beaucoup assister à la cérémonie, si vous le voulez bien. » J'ai crié « Oui, bien sûr! Asseyez-vous !» Le jour de notre mariage fut magique, ainsi que notre vie à deux. Tout se passe toujours bien entre Henri et moi, et je suis aujourd'hui plus heureuse que jamais. J'ai peut-être l'allure d'une enfant, et oui, ma maladie ne s'en ira jamais. Mais ma vie d'adulte est superbe. Et tout ça grâce aux personnes géniales qui m'entourent. J'ai beaucoup de chance d'avoir leur soutien. Et avec eux à mes côtés, je me suis trouvé une force intérieure et je peux affronter tous les obstacles sur mon chemin, peu importe leur taille. Pourquoi est-ce que nous devons étudier les logarithmes? Est-ce que ça va nous aider pour les opérations de bourse? Sûrement pas. Pourquoi créer soudainement le X pour ensuite nous forcer à le trouver? Et pourquoi dois-je trouver que c'est un triangle isocèle? Je vois clairement que c'est le cas. Ouf! Ensuite, j'ai reçu une note en retour disant « De quoi parlez-vous tous les deux ?» Je me suis dit qu'un autre enfant l'avait intercepté. Alors, les yeux toujours rivés sur mon niveau 3692 de Candy Crush, j'ai répondu en griffonnant « Garde ton gros nez en dehors de mes affaires » et j'ai remis le papier sans regarder. Mais vos affaires se déroulent dans ma classe. J'ai lentement levé les yeux et j'ai vu que c'était mon professeur. Mince, je me suis fait avoir. Encore. En regardant par-dessus, j'ai vu Antoine avec son grand visage coupable. Oh, il aurait dû être plus prudent. Ok, toi et toi, dehors. Vous vous demandez probablement comment je suis une telle pro de la pause. Eh bien, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois. Et cette femme sérieuse là-bas, c'est Madame Bernard, ma prof de maths. Je vous jure, elle m'en veut, vraiment. Ok, laissez-moi vous raconter l'histoire. Il était une fois une fille qui, à cause d'un accident inattendu avec une poubelle et un skateboard mal placé, a fini par arriver un tout petit peu en retard pour son examen. Mais le professeur a refusé de la laisser rentrer et l'a également recalée. Grrr. Ouais, cette fille, c'était moi, Viviane. Ainsi, à partir de ce moment, elle est devenue mon ennemie jurée. Donc, pendant son cours ennuyeux, j'ai jeté un avion en papier sur le tableau et j'ai dit « Mademoiselle, vous avez fait une faute d'orthographe en arithmétique. Je suppose que l'orthographe est un petit peu difficile pour une personne de chiffres comme vous, mais ce n'est pas grave. » Il est clair que mon commentaire l'a touchée, car pendant ce même cours, elle m'a demandé de tracer le graphique d'une fonction. Simple comme bonjour. J'ai donc créé un chef-d'œuvre qui lui a fait rouler les yeux, et toute la classe l'a trouvé hilarant. Et comme prévu, elle m'a fait un long discours sur mon comportement enfantin et a même menacé d'appeler mes parents. Pfff, ouais, bonne chance. Car à moins que cela ne concerne les affaires, mes parents étaient pratiquement impossibles à joindre. De plus, je ne faisais que plaisanter. Madame Bernard avait vraiment besoin de se détendre. Alors, j'ai secrètement collé un morceau de papier disant « câlin gratuit » sur son dos. Je me suis cachée derrière un arbre et je l'ai regardé, tous ces gens l'entouraient. Elle avait l'air si désemparée alors qu'elle essayait de les contourner sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Ah, le bon vieux temps. Soudain, Antoine m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que 30 minutes s'étaient écoulées et que nous devions retourner en classe. Mes fesses n'avaient même pas touché ma chaise quand j'ai entendu une voix condescendante dire « Tu ne devrais pas agir comme ça. » Ah, c'est Cécile, l'animal de compagnie du professeur et une vraie pick-me girl. Chaque fois que le professeur pose une question, elle agite son bras en l'air et couine « Moi !» Madame Bernard ne l'aime que parce qu'elle rit toujours à ses blagues ennuyeuses. Ah, je n'ai peut-être aucune preuve, mais d'après mon expérience, Cécile n'est certainement pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Ne dites pas que je suis jalouse parce que je ne le suis pas du tout. Vous pensez probablement que je déteste l'école, mais c'est quand même un peu mieux que ma soi-disant maison. Oh,
Au moins, l'école peut être amusante, alors que ma vie à la maison se résume à un papa et une maman enfermés dans leur bureau. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un d'entre eux a préparé le dîner. Alors, c'est de l'emporter. Donc, j'envoie un message à Benoît, un super petit ami sexy. Il a étudié en France et il est de retour aujourd'hui. Oh, il m'a tellement manqué. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller le chercher à l'aéroport à cause de... vous savez, l'école. Et ce soir, il y a une fête de famille. Mais on se retrouve demain. Youpi! Laisse-moi voir ton visage, chérie. Tu me manques. X. Tu sais quoi? Aujourd'hui, ce professeur m'a encore collé. Vraiment? Elle a joué avec la mauvaise personne, n'est-ce pas? Absolument. Je vais me venger demain. Elle a intérêt à faire attention. Mais ne finis pas en retenue après l'école, parce que je veux te voir. Tu sais, ma mère est aussi professeure. Mais pas tant que ça. Ah, au fait, elle est là. Tu veux lui dire bonjour? Oui, bien sûr. Benoît, ça me tape sur les nerfs quand je pense à cette Bernard. Avant que j'aie eu le temps de finir mes mots, une personne est apparue sur l'écran. Madame... Bernard? Viviane? Oh mon Dieu! On s'est regardé l'une l'autre, bouche bée. On aurait dit que l'écran s'était figé, littéralement. Alors que je pensais que ça ne pouvait pas être pire, une voix familière a soudainement brisé le silence. Oh! Benoît a une petite amie? Laisse-moi voir. Hein? C'est... Cécile? Oh bon sang! C'est trop dur à digérer. Mes deux ennemis étaient dans le même cadre. Choquée, j'ai mis fin à l'appel. Juste après, j'ai reçu un texto de Benoît disant « Ne t'inquiète pas, ma mère a peut-être l'air super sérieuse, mais elle est gentille. Et la fille est Cécile, ma voisine. On se connaît depuis l'enfance, et elle est cool. » C'était tellement fou. Maintenant, je vais devoir les affronter tous les jours en sachant qu'elles sont associées à mon petit ami. Oh, le futur me semble aussi sombre que la nuit. Et oui, c'est le début de la série intitulée « Vivre avec ma future belle-mère et l'agaçante meilleure amie de mon petit ami ». Et depuis, les choses sont devenues bizarres à l'école. Pour la fête d'Halloween de notre classe, il y avait pour thème Toy Story. Madame Bertrand était chargée de distribuer les rôles. Cécile était Bo-Peep et elle avait une tenue vraiment mignonne, tandis que moi, j'étais coincée en Madame Patate. Mon costume était tellement lul et l'un de mes yeux globuleux n'arrêtait pas de tomber. C'était si embarrassant, mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais plus l'embêter, car je voulais toujours être avec son fils. Pire encore, le cours de maths est devenu un test d'endurance. J'en avais tellement marre d'être comparée à cette Cécile si gentille et si bien chaussée. Viviane, si tu passais plus de temps à étudier et moins de temps à te peindre les ongles, tu serais une excellente élève, comme Cécile. Cécile a compris ce qui se passait et a aussi commencé à me jouer des tours. Une fois en classe, alors que je somnolais et que Madame Bernard corrigeait les devoirs, j'ai entendu. Ce symbole montre que A n'est pas égal à B. Cécile s'est alors retournée et a chuchoté. Tout comme toi, tu n'es pas égal à moi. Et tu ne mérites pas mon Benoît non plus. Quoi? Benoît est le mien, pas le sien. J'ai montré les dents et j'étais sur le point de dire quelque chose quand cette gamine a commencé à faire semblant de pleurer, disant que je m'en prenais à elle. Dehors! Madame Bernard est venue vers nous avec les yeux brûlants. Nous sortions quand, d'un ton compatissant, elle a ajouté « Cécile, tu restes. » Je suis retournée à ma pause de méditation, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ma colère. Quelle injustice! Plus tard, à l'heure du déjeuner, Cécile s'est approchée de moi avec un gobelet de coca en disant que c'était une offrande de paix et qu'elle était désolée pour tout à l'heure. C'était déroutant, mais peu importe. Je l'ai pris et j'étais sur le point de boire une gorgée quand Antoine s'est précipité en agitant les bras. « Ah, Viviane, arrête! J'ai vu Cécile mettre de la sauce soja dedans. » J'étais à 2 doigts de lui crier dessus quand Madame Bernard est apparue. J'ai souri béamment en pensant que Cécile allait enfin avoir des problèmes. Mais à ma grande surprise, Madame Bernard a pris une gorgée de la boisson et a essayé de garder un visage neutre en répondant « Il n'y a rien de mal à ça. » Vraiment? Ils sont allés si loin jusqu'à se couvrir l'une l'autre. Peu importe, j'avais un rendez-vous avec Benoît ce soir à préparer de toute façon. Cette nuit-là, comme prévu, je suis arrivée chez Benoît avec une plante en pot et un peu fanée pour Madame Bernard. J'étais un peu contente d'avoir enfin un repas cuisiné. Seulement, quand je suis entrée dans la cuisine, je ne sentais aucune odeur. Madame Bernard est apparue et a dit en se frottant la main. « Viviane, ça ne te dérange pas de cuisiner, n'est-ce pas?
C'est juste une longue semaine à décider des diagrammes, ma main me fait mal. Voyant la situation, Benoît est immédiatement venu m'aider, mais elle lui a rappelé qu'il avait accepté de réparer un tuyau ou quelque chose du genre. Pour être honnête, je n'avais jamais touché une poêle à frire avant. Mais je veux dire, ça peut pas être si difficile que ça. J'ai fait des pancakes, bon, c'est pas vraiment approprié pour le dîner, mais j'en avais vu sur le site 5 Minutes Craft, et c'était clairement un jeu d'enfant. Seulement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans ce genre de situation, il est important de ne pas paniquer. Mais oui, j'ai paniqué. J'avais besoin d'un plan B. Vite! Dans la précipitation, j'ai jeté toutes les preuves des pancakes ratés et j'ai commandé de la nourriture en ligne. Après tout, grâce à mes parents bourreaux de travail, c'était mon point fort. J'ai demandé au livreur de passer par la porte de derrière pour que Benoît et Madame Bernard n'y voient rien. Comme prévu, à la toute première bouchée, Benoît et ma belle-mère m'ont félicité à profusion pour ma cuisine. Et Benoît a même plaisanté en disant que je devais participer à la prochaine saison de MasterChef. Ah, je vais noter ce restaurant 5 étoiles, c'est sûr. Madame Bernard a soudainement fait tomber sa cuillère et je me suis rapidement penchée pour la ramasser. Et elle s'est penchée et a chuchoté sarcastiquement. Je commande souvent chez Sydney, moi aussi. Leurs sauces sont divines. Oh, fichu. Puis, au milieu de la nuit, un homme est arrivé et s'est excusé d'être en retard. Il s'est avéré que c'était Jules, le père de Cécile. Mais Cécile ne venait pas, car elle était sortie avec des amis. La grande vie. J'ai vu Madame Bernard toucher une boîte de mouchoirs en papier en même temps que lui, par erreur, et puis... elle avait rougi. Hein? Oh, j'ai compris. Elle l'aimait bien. Maintenant, je comprends pourquoi elle était toujours en train de lécher les bottes de Cécile. As-tu pensé à te remarier? J'ai demandé à Julie innocemment. Sous les yeux et ceux de Madame Bernard, elle a répondu avec hésitation. Je ne pense pas que Cécile aimerait ça. Madame Bernard a regardé le sol d'un air sombre. Ok, en fait, je me suis sentie un petit peu désolée pour elle. De plus, jouer au Cupidon, ça a toujours été mon hobby. Alors j'ai décidé de l'aider. Je savais que Cécile était à une fête le samedi soir. Donc j'ai décidé que c'était l'occasion parfaite pour jouer les Cupidons. J'ai dit à Madame Bernard que Jules avait quelque chose à lui dire, alors rendez-vous au restaurant de Golden Reef à 19h. Puis j'ai dit la même chose à Jules. Je me tenais derrière une colonne et je les ai regardés partager leur entrée, puis se lancer des regards noirs. Puis Jules a tendu la main vers Madame Bernard et lui a pris la sienne. Ils se regardaient passionnément quand Cécile débarque soudainement de nulle part et claque rageusement son sac sur la table. « Alors c'est ça, mon professeur et mon père. Pour de vrai? Cécile, pourquoi es-tu là ?» Jules a bégayé. « Personne ne pourra jamais remplacer maman. » Puis, elle s'est tournée vers une Madame Bernard à l'air abasourdie. « Il s'avère que tu étais seulement gentille avec moi pour voir mon père. Tu es tellement fausse. Reste loin de nous. » Madame Bernard a couvert son visage avec ses mains, puis est rapidement partie. Bon sang, Cécile était brutale. Et aussi agaçante que soit Madame Bernard, elle ne méritait pas ça. « Toi !» Cécile a crié. « Oh oh !» Son regard s'est fixé sur moi. « C'est normal que tu sois derrière tout ça. Garde ton gros nez hors de mes affaires de famille et commence à te préoccuper des tiennes à la place. » Je suppose que c'est le manque d'attention parentale fait à un enfant. Je l'ai regardé, sans voix. Ces mots auraient dû me rendre folle, mais pour une raison quelconque, je me suis seulement sentie triste et tellement coupable. Je voulais juste bien faire. Le lendemain, à la première heure, j'ai ravalé ma fierté et je suis allée dans la salle de classe de Madame Bernard, où elle avait l'air perdue dans ses pensées en notant ses devoirs. J'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit « Madame, je suis désolée. J'essayais honnêtement d'aider, mais je réalise maintenant que j'aurais dû m'occuper de mes propres affaires. Je suis également désolée d'avoir été une crétine dans votre classe. » Elle est restée silencieuse au début, puis a répondu « Ce n'est pas grave, car je me suis rendu compte que toi et moi, nous ne sommes pas si différentes. Nous avons toutes les deux des complications pour trouver l'amour. Je suppose que ce n'est pas vraiment facile d'obtenir l'approbation de la famille de son partenaire, hein ?» Elle a souri et a doucement caressé mes cheveux avant de poursuivre. « Tu es une fille tellement intelligente et gentille. Et j'ai toujours su que tu pouvais faire mieux en classe, que j'ai dû être trop dure avec toi. Je suis désolée aussi. » Je lui ai souri en retour, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que tous nos conflits précédents avaient fondu. Et j'ai réalisé que je ne devais pas négliger mes études, mais plutôt travailler dur pour devenir la meilleure version de moi-même. Ainsi, avec beaucoup de travail, je suis passée de la queue de la classe à la première place, dépassant même Cécile. En parlant de Cécile, elle nous ignorait toujours, moi et Madame Bernard, et ne levait plus jamais la main en classe.
Mais une expérience de flamme arc-en-ciel dans le laboratoire de chimie a changé les choses. Tout le monde s'est enfui lorsque le rideau a pris feu, à l'exception d'une Cécile, terrifiée. Heureusement, Madame Bernard s'est précipitée à l'intérieur pour la sauver juste à temps et l'a couverte de sa veste en l'entraînant en toute sécurité. Après cela, Cécile a réalisé que Madame Bernard est une bonne personne qui se soucie d'elle et de Jules. Donc, à travers des yeux flous, Cécile a sangloté. « Merci beaucoup. Et... désolée, j'étais trop enfantine. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Donc, ouais, vous savez, mon plan de rencontre a fini par fonctionner. Et maintenant, j'ai une deuxième famille. Une très grande famille. Mais vous savez quelle est la meilleure chose? C'est que je n'ai plus besoin de commander de la nourriture en ligne parce que je vais rester ici et ma belle-mère va cuisiner pour moi. Ah, je n'ai jamais été dans une négociation qui a duré aussi longtemps. Je suis là depuis 3 heures et il est maintenant 8 heures. Pire encore, je n'avais même pas encore parlé du financement. J'ai essayé, mais c'était la faute de Daniel. Il n'arrêtait pas de m'interrompre et de faire des hors-sujets. En regardant Daniel, qui était en train de reconstituer un match de foot avec des condiments, je me suis demandé comment il pouvait bien faire partie du conseil des élèves. Il était peut-être en terminale, mais c'était un élève de niveau moyen qui ne semblait pas exceller dans quoi que ce soit. Il exagérait aussi tout, et surtout, il faisait n'importe quoi. Je n'aurais jamais dû accepter d'avoir cette réunion ici avec Daniel. Non seulement j'ai perdu 5 heures de ma vie, mais il semblait qu'il n'y aurait pas d'accord pour le financement. Je ne pouvais pas supporter ça. Rappelle-moi de ne jamais écouter Daniel. J'ai pris mon sac et j'allais me lever quand Monsieur Martin s'est tourné vers moi. « Camille, votre dernière idée. Le financement serait un peu difficile, mais je peux aller jusqu'à 80%. Et si cela devient annuel, je serai heureux de continuer à le sponsoriser. » Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que j'ai bien entendu ? Monsieur Martin, le propriétaire du magasin de musique locale, était en fait d'accord pour fournir une grande partie du financement de notre concours de talents étudiants. Au fait, j'aime bien ce Daniel. Aujourd'hui a été amusant. Daniel courtisé. Oui, c'est un deal. Et serre avec enthousiasme la main de Monsieur Martin. Attendez, j'étais censée être celle qui devait conclure l'affaire. Peu importe, nous avons le financement. C'était génial. On l'a fait. Daniel a levé son poing en l'air. Comment tu as... Il a fait un large sourire en répondant. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant? Camille, la nouvelle présidente. J'ai haussé les épaules et j'ai ri. Hey, que dirais-tu d'un câlin de célébration, hein? Il s'est jeté sur moi les bras ouverts. Eh bien, pourquoi pas? Ça mérite une célébration après tout. Nous sautions dans tous les sens et je ne sais pas. J'étais peut-être en train de délirer à cause de cette réunion, stupidement longue ou quelque chose comme ça. Mais la minute suivante... nous étions en train de nous embrasser. Oh mon Dieu! Nous nous sommes immédiatement éloignés l'un de l'autre et nous avons maladroitement détourné le regard. Après cela, il m'a raccompagnée chez moi, en silence. Oh non! À quoi je pensais? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Daniel, c'était Daniel! Vous pouvez le croire? Bon, d'accord. Je suppose que ces 2 mois ont été difficiles pour moi. Dès que je suis devenue présidente du conseil des élèves, mon petit ami Léo ne m'a pas félicité. Non, au lieu de ça, il a rompu avec moi. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Mais récemment, il avait parlé de mariage et d'acheter une maison. Pas encore. Je voulais d'abord me concentrer sur ma carrière. Mais je suppose que le fait que je me présente au conseil des étudiants et que je sois très occupée par mon travail l'a encore plus frustrée. J'ai essayé de me distraire en étudiant et en travaillant pour le conseil. Mais j'avais l'impression de me rapprocher du bord d'une falaise, avec des requins affamés qui tournaient tout au fond. Oh! Et puis, il y avait les rumeurs qui se répandaient à l'école à mon sujet. Camille n'étant qu'en première année, elle ne supportera pas la pression. Et Camille est tellement sérieuse et ennuyeuse. Alors, j'ai commencé à travailler de plus en plus dur pour faire mes preuves, d'où le projet de spectacle de talent. Mais bon sang, j'étais tellement épuisée, mentalement et physiquement. Cette nouvelle du financement était fantastique. Mais que se passait-il avec Daniel? Peut-être qu'il y a une sorte de pouvoir secret d'attraction ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, après cet incident, il m'a inondée d'appels et de messages, même si j'étais follement occupée. Après le 12e appel d'affilée, j'ai arrêté d'écrire mon essai et j'ai répondu d'un air agacé. « Quoi? Salut toi. Comment tu trouves le temps aujourd'hui? Mon nom est Camille, pas toi. Et je me fiche du temps qu'il fait, je suis occupée. Assez occupée pour corriger mes mots comme ça? Je ne pense pas. Bien. J'ai accepté d'aller prendre un café rapide avec lui, juste pour qu'il arrête de m'embêter. J'ai remué ma cuillère autour de mon café en le regardant fixement et en lui disant «
Tu vas arrêter de m'appeler, s'il te plaît? J'ai besoin d'étudier. Il a fourré la majorité de son muffin dans sa bouche, et il a mis des lustres à le mâcher. Puis, il s'est essuyé la bouche sur le dos de son bras et a dit « Tu réalises que tous les autres membres du conseil t'appellent Camille Militaire, n'est-ce pas? Essaye de ne pas être si difficile, et détends-toi pour une fois, d'accord? » Waouh, ça craint. Je m'attendais pas à être aimée par tout le monde, mais je travaillais comme une folle pour le conseil. Alors, ils pourraient au moins apprécier ce que je faisais pour eux. Je me suis raclé la gorge. Je m'en fiche. Le travail est le travail. Je ne suis pas devenue présidente pour me faire des amis. Mais je sais que tu n'es pas comme ça, Daniel a poursuivi. Tu traverses peut-être une période difficile. Pourtant, tu es la personne la plus étonnante que j'ai jamais rencontrée. Mon visage s'est éclairci. J'ai même rougi. Que venait-il de dire? Tu es belle, forte et indépendante. Il s'est approché et a pris ma main. J'ai essayé d'ignorer le fait qu'elle était collante à cause de son muffin. Burk. Je dois être le mec le plus chanceux du monde pour sortir avec une fille comme toi, Camille. Les autres filles sont juste jalouses de toi. Je veux dire, tu as ce beau gosse et elles ne l'ont pas. Attends, il a dit quoi? Sortir? Je lui ai lancé un regard dégoûté du genre « Tu te prends pour qui ?» En lisant mon expression, son visage s'est assombri. Oh, je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous. Je me suis figée pendant quelques secondes. Est-ce que j'étais trop dure? Je veux dire, il était tellement gentil de dire ces mots. Bien, écoute-moi. Je vais traîner avec toi, mais on n'est pas ensemble. Mais tu dois promettre, jurer, que tu ne le diras jamais, jamais à personne. Je sais pas, je veux dire, il était si immature et agaçant, mais je suppose qu'il était aussi assez amusant. Je ne faisais que rire et j'aimais ça. Je n'ai fait que travailler, et c'est peut-être pour ça que Léo a rompu avec moi, n'est-ce pas? Peut-être que, quand je traîne avec Daniel, je devrais m'entraîner à être moins sérieuse. Un dimanche, alors que nous prenions un brunch dans un café de son choix, je l'ai interrogé sur son diplôme qui approchait cet été-là et sur ses projets. Honnêtement, je n'ai pas réfléchi plus loin que la fin de ma première année, a-t-il dit en mâchant son sandwich. Et toi? A-t-il demandé. Eh bien, je vais aller dans une université de Ivy League pour un cours de master, de préférence d'Amsworth, et étudier les sciences sociales. Ensuite, je veux travailler pour le gouvernement, mais à un niveau élevé, tu sais, comme un rôle de direction, et avoir un réel impact, enfin, tu vois. Daniel a haussé les épaules après que j'ai terminé. Ouais, bon plan. Et il a continué à manger. Je me suis sentie bizarre. Étais-je irréaliste? Ou était-ce seulement le point de vue de Daniel? Mais pour avoir une relation heureuse, peut-être que c'est mieux de faire des compromis et d'accepter les différences, non? Je me suis remise dans le contexte actuel. Si toute cette histoire avec Daniel n'était pas arrivée, je serais peut-être encore dans l'angoisse et le désespoir. C'est étrange, mais je me sentais mieux avec lui, contrairement à Léo. Donc, je devrais respecter ses opinions. Je dois apprendre de mes erreurs, pas vrai? Un jour, j'étais dans une réunion du conseil pour planifier une collecte de fonds pour le reste de l'argent du concours de talent. J'ai décidé qu'il était temps que les gens voient le vrai Daniel. Alors je l'ai nommé organisateur de l'événement. Mais ça n'a pas été bien vu, car aux yeux des autres membres du conseil, Daniel était une marionnette idiote et paresseuse. Donnez-lui une chance. C'est lui qui a persuadé M. Martin de financer le spectacle de talent. S'il vous plaît, on ne connaît jamais les limites et les capacités des autres. Puis cette fille, Catherine, a dit d'un ton sarcastique. Bien sûr que tu connais ses capacités, puisque c'est ton petit ami. Tu es nul pour diriger. Tout ce qui t'intéresse, c'est tes sentiments personnels. Je sais, je vais sortir avec toi et je pourrai avoir le travail que je mérite. Ma langue était nouée et je n'arrivais pas à trouver un mot pour me défendre. En même temps, j'étais vraiment en colère contre Daniel. Et pire encore, il n'avait même pas pris la peine de me présenter à la réunion. Ensuite, je suis allée chez Daniel et j'ai furieusement frappé à la porte. Je lui ai crié dessus dès qu'il a ouvert. Comment se fait-il que les gens sachent qu'on a traîné ensemble? Daniel s'est silencieusement gratté la tête, les yeux écarquillés. Et il a maladroitement fixé un endroit au hasard. « Réponds-moi !» J'ai continué, mais toujours pas de réponse. J'ai pointé mon doigt vers son visage. « Je viens de passer par un ouragan de rage lors de la réunion avec le conseil pour te mettre en charge de l'événement de collecte de fonds, et tu n'as même pas pris la peine de venir. Tu as intérêt à faire du bon boulot, sinon on sera tous les deux morts. » Puis, je suis partie en trombe. Au cours des jours suivants, les rumeurs ont continué à circuler à mon sujet. Daniel s'était clairement vanté auprès de tout le monde d'avoir réussi à se procurer une fille raide comme moi, et que je n'étais pas une tigresse, plutôt un adorable chaton. Maintenant que tout le monde me fixait et riait de moi, et faisait des bruits de miaou dans les couloirs, quelqu'un a même rempli mon siège dans la salle du conseil avec de la nourriture pour chat. C'était horrible à gérer. Mais au lieu de me soutenir, Daniel a quitté l'école pendant une semaine entière.
Il n'a pas non plus organisé le lieu de la collecte de fonds, ce qui nous a obligés à reporter l'événement. J'ai eu l'air mal en point. Alors le professeur m'a fait un cours sur la responsabilité et m'a fortement conseillé de quitter le conseil étudiant. C'est ce que j'ai fait. Mathilde est responsable maintenant. Après ça, je ne pouvais plus affronter l'école. Alors je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré en repensant à tout ce qui s'était passé. D'abord, Léo m'a quittée, puis tous les autres membres du conseil se sont moqués de moi. Puis, j'ai perdu ma place au conseil pour lequel j'ai travaillé dur parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ah, Daniel. Ce qui m'a fait le plus mal, car il était exactement ce que les autres décrivaient comme étant enfantin et insensible. J'étais déchirée entre l'envie de ne plus jamais le voir et le fait qu'il me manquait comme pas possible. Maintenant, je n'avais plus personne et je me sentais si seule. Et mince, la solitude est atroce. Alors, quand il m'a appelée, j'ai répondu. Il m'a dit qu'il était devant chez moi. Je suppose que je devais au moins l'écouter, non ? Hey, ma belle, écoute. Il a attrapé ma main et m'a regardé droit dans les yeux. Ça n'a pas d'importance, d'accord ? Le conseil, la position de président, ces gens, ils n'ont pas d'importance. Le plus important, c'est que tu sois heureuse. Et je vais te rendre heureuse. Je voulais tellement croire ces paroles, alors je l'ai laissé m'emmener dehors. Nous avons fini dans ce restaurant bruyant avec des serveurs qui chantaient. Il a trouvé ça hilarant, mais je me suis sentie si mal à l'aise. Puis, sur le chemin du retour, il m'a traînée dans cette salle d'arcade et m'a laissée pour qu'il puisse jouer à un jeu du zombie. En le regardant tourner et tirer, j'ai réalisé à quel point nous étions différents. Je suppose que je m'accrochais à lui parce que j'avais perdu tout le reste. Qui étais-je devenue ? Je me sentais comme une étrangère à moi-même. Ce n'était pas moi, et Daniel n'était pas fait pour moi. Il s'est précipité vers moi et s'est accroché à mon bras avec enthousiasme. « Camille, viens voir mon meilleur score. » J'ai secoué la tête et j'ai dit tranquillement. « C'est terminé. » J'ai retiré mon bras et je suis partie. Après cela, je me suis tenue à l'écart. Et à l'école, j'ai évité Daniel et les anciens membres du conseil autant que possible. J'ai eu mal quand j'ai vu les affiches pour le concours de talent de l'école, mais ce n'était plus mon problème. J'ai reçu un message de Daniel disant quelque chose à propos de sa fête de fin d'études. Mais je l'ai ignoré. La vérité est qu'il n'est tout simplement pas le bon pour moi. La vie était une blague pour lui. Et par conséquence, il m'a fait sentir comme une blague moi aussi. Je me sens tellement perdue que je devais passer l'été avec mes grands-parents à la campagne, loin de tout et de tous. J'ai besoin de temps pour me ressaisir, pour qu'à mon retour, je sois la fille forte, confiante et indépendante que j'ai été, car cette version de moi me manque vraiment. Chacun d'entre nous doit apprendre à surmonter les choses par lui-même, sans compter sur les autres, surtout quand ces autres en question ne sont pas les bons pour nous. Salut, je m'appelle Célia et ma famille est super riche. J'ai jamais eu besoin de travailler, mais j'en avais envie. Alors, avec mon amie Alice, on a décidé de devenir entrepreneurs. Et mon père nous a aidés à monter notre start-up. On adore toutes les deux le shopping. Alors on a créé une superbe application qui aide à choisir les dernières tendances selon ta morphologie. Contrairement à mes amis, j'étais célibataire, mais je m'en fichais. En fait, j'adore me sentir libre. Par contre, il y avait un petit problème. Mes parents n'appréciaient pas ça. Ils avaient hâte que je rencontre quelqu'un et que je me marie. Et c'est là qu'ils ont décidé de mettre la main à la pâte. Ils ont commencé à m'organiser des rencarts à l'aveugle. Je leur ai dit que je pouvais me trouver quelqu'un toute seule, mais ils ont dit que celui avec qui j'allais sortir devait venir d'une bonne famille riche. J'y croyais pas. Je n'avais même pas envie de sortir avec quelqu'un. Surtout que j'avais eu de mauvaises relations à la fac. C'est aussi pour ça que mes parents voulaient me trouver quelqu'un, car ils avaient détesté les mecs avec qui j'étais sortie, et ils ne me faisaient pas confiance pour ne pas refaire les mêmes erreurs. J'ai refusé d'y aller, mais mon père a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. « Ok, n'y va pas. Dans ce cas-là, ta start-up tombe à l'eau. Je retirerai tout l'investissement. » Quoi ? Non, il ne pouvait pas faire ça. On avait travaillé si dur pour créer cette application, et le seul moyen de s'en sortir était avec l'aide de mon père. « Bien, je vais y aller, mais je ne peux pas garantir qu'ils me plairont, » dis-je. Je suis allée au rencard et à d'autres ensuite, et je suis rapidement devenue une experte pour être sûre que ces mecs ne soient pas intéressés par moi. Mais mes parents étaient contents que j'aille au rencard. C'était gagnant-gagnant. Mais avant de devenir une pro à ce jeu de rencard à l'aveugle, il y a eu plusieurs situations gênantes et drôles. À l'un des premiers rencards, on avait rendez-vous dans le hall d'un hôtel. Tout ce que je savais était que le mec Tristan était propriétaire de l'hôtel et que sa famille était un grand nom dans les chaînes d'hôtels de la région. J'étais en retard et le parking en sous-sol était bondé. J'ai fini par trouver une place libre et je me suis dépêchée.
Mais ensuite, une autre voiture a surgi de nulle part et se dirigeait vers la même place. On a fini par se rentrer dedans. Nos voitures étaient méchamment abîmées et la mienne avait même une bosse. Oh non, mon bébé! J'étais tellement énervée. C'était la Porsche que mes parents m'avaient offerte pour mes 16 ans. Et même si j'avais plein d'autres voitures à la maison, c'était ma préférée. Qui osait amocher mon bébé de la sorte? Je suis sortie de la voiture en furie et je me suis mise à crier sur le mec. Il est sorti de sa voiture. Il portait un chapeau, alors je ne pouvais pas voir son visage. Mais je pensais qu'il était plus jeune que moi. C'était peut-être le voiturier ou quelqu'un d'autre. Mais ensuite, il s'est mis à parler et a dit que c'était de ma faute car j'étais en sens interdit et qu'il avait tous les droits de me faire payer les dégâts de sa voiture. Quoi? C'est lui qui aurait dû payer les dégâts de ma voiture? Eh bien, ça m'a rendue encore plus furieuse. Puis ensuite, il a eu le culot de dire qu'il était pressé et il m'a donné sa carte de visite en disant qu'on réglera ça plus tard. J'ai pris la carte de ses mains et l'ai mise dans mon sac sans même la regarder. Ce serait le problème de mon avocat, pas le mien. Et pire encore, il avait pris la place de parking. Alors il fallait que je trouve une autre place. Ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis dit que mon rencard ne m'aurait pas attendu. Je suis arrivée à la table qui nous était réservée et évidemment, il était déjà là. De loin, j'étais impressionnée. Il avait l'air super mignon. Peut-être que mes parents n'avaient pas si mauvais goût après tout. Et sa tenue était parfaite. En fait, ça me disait quelque chose. Ça devait être une nouvelle tendance. J'y ai dit bonjour et me suis assise, mais il s'est mis à rigoler. Et après une minute à me sourire, il m'a dit bonjour. Puis il a commencé par se présenter et j'ai compris qui c'était. C'était le mec qui venait de me rentrer dedans sur le parking. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? C'était trop gênant. J'ai fait mine de chercher quelque chose dans mon sac, puis j'ai jeté un œil sur sa carte de visite. Ouais, il était écrit « Directeur général ». Oh mince, j'ai été maudite. J'ai fait de mon mieux pour faire comme si de rien n'était. Et, enfin peut-être qu'il ne m'avait pas reconnue. N'importe quoi, bien sûr qu'il m'a reconnue. Et au fil du rencard, il n'arrêtait pas de me taquiner sur ça en disant que la place de parking était réservée au personnel. J'étais un peu dégoûtée. Il était super mignon et j'avais ruiné toutes mes chances. Je me sentais mal d'avoir fait mauvaise impression et je l'ai supplié de ne rien dire à mes parents. Il a accepté en disant que ce serait notre petit secret et après, ça s'est mieux passé. On est même devenus assez proches et de très bons amis. Vous vous demandez sûrement pourquoi ça n'a pas marché. Eh bien en fait, il est gay. Et il me faisait assez confiance pour me l'avouer. On est si proches que ça. Il ne l'avait même pas encore dit à ses parents. Et c'est pour ça que les rencarts à l'aveugle sont aussi horribles pour lui que pour moi. Alors c'est lui qui m'a donné l'idée de me comporter comme une garce pour que les mecs des rencarts ne soient pas intéressés. Tout ça grâce à notre propre rencard. Depuis, dès que j'ai un rendez-vous à l'aveugle, j'arrive en retard de plein gré pour donner la pire impression possible. Je porte une tenue de garce, une chemise noire large avec un jean troué et des baskets sales. Et, évidemment, je mâche toujours un chewing-gum, en m'assurant d'avoir l'air ennuyé à chaque instant. Ça rendait les mecs riches dingues, et aucun n'a proposé de deuxième rendez-vous avec moi. Mais un jour, ça s'est pas passé comme prévu. Le mec avec qui j'étais en rencard, Corentin, a compris mon jeu et a même eu le culot de me demander à quoi je jouais. Ça m'a rendue folle, et c'était le pire rencard. Mais il a dit à ses parents que ça s'était bien passé et qu'il voulait me voir à nouveau. Il voulait sûrement qu'on se batte. Puisque c'était le seul que j'avais vu en rendez-vous qui avait émis un avis positif, mes parents étaient super contents de l'entendre et ils m'ont fait continuer à le voir. Sans ça, ils ont dit qu'ils prendraient mes voitures et bloqueraient mes cartes de crédit. Je ne le supportais pas. C'était le bad boy typique, un peu joueur, qui pensait que le monde était à ses pieds. Il ne travaillait même pas. Son père venait de lui offrir un poste dans l'entreprise familiale. Quel pourri gâté! Et on n'était même pas en rencard. Il m'appelait seulement quand il voulait que je l'accompagne, comme si j'étais un accessoire. C'était tellement une perte de temps. Mais que pouvais-je faire d'autre? Un jour, on était au club de country pour fêter les 60 ans de son père. C'était si ennuyeux que je suis sortie un moment. Il m'a vu jouer sur mon téléphone et il me l'a littéralement pris les mains en me taquinant. Il pensait que c'était drôle, jusqu'à ce qu'il voyait que j'avais envoyé des messages à Tristan. Soudainement, il parut distant. Puis il a demandé si j'étais proche de lui. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Il m'a rendu le téléphone et m'a laissé là. Je ne comprenais pas. Il était jaloux ou quoi? Après ça, il a disparu pendant quelques semaines.
ce qui était bizarre, car normalement, il était avec moi tout le temps. Mes parents étaient inquiets, et ils m'ont forcé à aller voir s'il allait bien. Pourquoi est-il si pénible? Je ne voulais pas y aller, mais je le devais. Je suis allée chez lui, et l'appartement sentait l'alcool. J'ai marmonné d'agacement. « Hey, t'es alcoolique ou quoi? Je pensais que t'étais malade, mais d'accord, je comprends. » Puis il a dit « Tout ça, c'est à cause de toi. » J'étais perplexe. Qu'avais-je fait? J'allais partir quand j'ai remarqué quelque chose. C'était une photo chiffonnée de Tristan et Corentin. Oh mon Dieu! J'hallucine ou quoi? Je l'ai ramassé. Corentin a levé les yeux et a soupiré. Après un long silence gênant, Corentin m'a dit que Tristan était son ex. Quoi? Alors Corentin était gay aussi. Ils ont rompu. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble car aucun d'eux n'était assez courageux pour l'avouer à ses parents. Mais ensuite Corentin avait annulé le plan quand son père lui a proposé un poste dans son entreprise et un gros héritage. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Tristan avait été blessé car Corentin avait préféré l'argent à leur relation. Ça fait 2 ans depuis et Corentin regrette beaucoup. Mais Tristan ne lui donne plus de nouvelles. C'est là que Corentin m'a demandé de l'aider à reparler à Tristan. Oh mon Dieu! Je ne sais pas si je devrais le faire, car je ne veux pas que Tristan sorte à nouveau avec un bad boy. Et en plus, peut-être que Tristan va penser que je prends parti pour Corentin et ne plus me parler non plus. Mais si Corentin avait vraiment changé? Alors, dans la première partie de mon histoire, mes parents m'ont organisé des rendez-vous à l'aveugle. D'abord, il y a eu Tristan, qui s'est avéré être gay. Alors, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai rencontré Corentin, qui était quasiment mon pire ennemi. On se détestait, mais il me faisait toujours venir au rendez-vous avec lui, et il se trouve qu'il était gay aussi. Et que Tristan était en fait son ex. Corentin m'a supplié de l'aider à récupérer Tristan. Alors voyons la réaction de Tristan. J'ai décidé de demander l'air de rien à Tristan de me parler de ses anciennes relations et tout, pour voir s'il allait parler de Corentin. Il a dit qu'il avait été horriblement trahi par son ex et qu'il ne lui avait toujours pas pardonné. Aucun doute, il parlait de Corentin. Je ne savais pas quoi faire. Ça me rendait triste de les voir souffrir tous les deux. De voir à quel point Corentin souhaitait désespérément que Tristan revienne m'a fait comprendre qu'il avait changé. S'il lui laissait une dernière chance, il ne risquerait pas de perdre Tristan une 2e fois. Alors j'ai décidé de les aider à se remettre ensemble. J'en ai d'abord parlé à Corentin et je ne l'ai jamais vu si heureux. Après ça, on a commencé à bien s'entendre, car on n'avait plus à faire semblant d'être en rencard. On pouvait juste être nous-mêmes. Et devinez quoi? Il n'est pas si mauvais que ça. En fait, il est comme moi. Il doit supporter que ses parents organisent des rencarts stupides. Il a même dit à mes parents que j'étais une fille géniale. Et après ça, mes parents commençaient à mieux me respecter. Le seul truc, c'est que je ne pouvais pas parler de mon plan à Tristan. En fait, Tristan ne savait même pas que je connaissais Corentin. Mais vu comme Tristan parlait de Corentin, je savais qu'il avait encore des sentiments pour lui aussi. Alors tout ce que j'avais à faire était de leur organiser un rencard et laisser le destin faire le reste. J'ai demandé à Tristan de dîner avec moi et j'ai dit à Corentin de se pointer plus tard discrètement. Mais dès que Tristan a vu Corentin, il est devenu tout rouge et en un instant, il est devenu furieux. Il s'est levé et s'est mis à nous crier dessus et a même écarté Corentin de son passage en partant en furie. Tout le monde dans le restaurant nous dévisageait. Et j'ai même entendu un vieux couple qui murmurait que c'était évident que je voyais les deux en même temps et que je venais de me faire prendre. Quel embarras! Tristan m'en a beaucoup voulu après ça. J'ai donc dû essayer de me faire pardonner tout en essayant de le convaincre de laisser une autre chance à Corentin. Je savais que Tristan était un bec sucré. Alors je me suis mise à lui faire des cupcakes et des cookies et je l'ai laissé devant sa porte. Il n'ouvrait jamais. Peu importe combien de fois je frappais. Et une fois, je lui ai laissé un gâteau à étage au chocolat devant la porte et j'ai entendu une discussion de ses voisins. L'un d'eux disait « Oh, quand est-ce qu'elle va arrêter? Quelle croqueuse de diamants désespérée !» Puis l'autre me regardait et secouait la tête en disant « Vraiment, aucune dignité. Quel genre de fille court après un mec comme ça ?» J'étais très gênée. J'ai réalisé à quel point je passais pour une fille accro. Alors j'ai couru à ma voiture, mais avant de monter, Tristan est venu en courant. Il avait aussi entendu les voisins et il a réalisé à quel point j'avais fait des efforts. Il m'a dit « Célia, arrête. Tu essaies d'arranger les choses, mais ça n'a jamais été de ta faute. » Eh bien, au moins il me parlait à nouveau. Je lui ai dit que j'étais désolée et que ça me manquait de traîner avec lui. Alors il a dit qu'il me pardonnait, mais qu'il voulait une dernière chose.
Je lui ai répondu avec un immense sourire. Bien sûr, tout ce que tu voudras, Tristan. Je suis toute à toi aujourd'hui. Ok, alors, allons au parc d'attractions. Ça fait longtemps et j'ai besoin d'évacuer tout stress, dit-il. Je suis quasiment sûre que je me suis mise à transpirer un peu en entendant ça, car j'avais une phobie de la hauteur. Alors on y est allé et on a fait toutes les attractions que Tristan voulait faire. Je devais fermer les yeux à chaque fois et j'ai presque passé la journée cramponnée à lui de peur. Mais Tristan semblait s'amuser et j'étais contente de le rendre heureux à nouveau. C'était tout ce qui comptait. Après ce jour, j'ai pu reparler de Corentin et je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de se remettre avec lui, mais qu'il pouvait peut-être ouvrir un peu son cœur et laisser une chance à Corentin de s'expliquer. Il a accepté à contre-cœur pour que j'arrête d'en parler. Et il lui a laissé une chance. Enfin, pas vraiment une chance, mais il a gardé les cadeaux que Corentin lui avait envoyés, au lieu de les retourner, et il a débloqué son numéro. Ils ont même recommencé à se parler. À chaque fois que Tristan répondait à Corentin, il m'appelait pour me le dire, et il était super content. Ils se sont même revus pour parler sérieusement de ce qui s'était passé. Maintenant, il n'y a plus de querelle entre eux, et tout ce qui restait à faire était que Corentin fasse quelque chose pour reconquérir Tristan. Corentin était plein d'attention pour Tristan. Il lui a même offert un abonnement au parc d'attractions et des passes pour les coulisses de son chanteur préféré. Mais Tristan ne changeait pas d'avis. Il était sympa avec Corentin, mais il ne semblait pas vouloir se remettre avec lui. C'était bizarre. Que se passait-il? Est-ce que Tristan avait déjà rencontré quelqu'un d'autre? Un jour, je suis allée boire un verre avec Tristan pour discuter. Je lui ai demandé en plaisantant. « Hey, tu vois un autre mec? Et Corentin alors? Enfin, il t'a fait du mal dans le passé, mais il a changé maintenant. Et honnêtement, vous souffriez tous les deux avant. Maintenant qu'il est de nouveau dans ta vie, tu parais beaucoup plus heureux. » J'ai attendu qu'il réponde, mais il me fixait, ce qui était assez bizarre, et ça m'a fait rougir. Est-ce que j'étais allée trop loin? Je lui ai dit « Donc, allez, à vous, c'est qui ?» Puis il a souri et a bu son verre d'une traite avant de dire « La raison pour laquelle je suis beaucoup plus heureux, c'est parce que oui, j'ai rencontré quelqu'un. » Je le savais, dis-je en l'interrompant. Puis j'ai réalisé qu'il n'avait pas fini de parler. Il a repris. Mais ce n'est pas un mec, c'est une fille. Et c'est pour ça que je ne peux pas me remettre avec Corentin. Elle m'a fait comprendre que je suis en fait bisexuelle. Et quelle surprise. Enfin, j'aimais vraiment Corentin. Et cette fille est sortie de nulle part et m'a foudroyée tellement elle est incroyable. Je n'y croyais pas. Oh mon Dieu, c'est qui? Dis-je en rigolant. Puis, il est devenu tout rouge et a dit « Célia, enfin, c'est toi, bah oui. » Quoi? J'étais trop choquée pour répondre. Mon cœur battait si vite. Tristan m'aimait moi? Honnêtement, j'étais confuse. Enfin, Tristan était gai. Pourquoi il m'aimerait moi? Je me sentais gênée et je sentais son regard sur moi. Je savais qu'il attendait que je dise quelque chose. J'ai levé les yeux et pendant un instant, nos regards se sont croisés. Et la tension était palpable. Je n'en pouvais plus. J'ai inventé une excuse en disant que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je rentre. Tristan avait l'air un peu embêté, mais a proposé de me raccompagner. J'ai refusé en disant que je prendrais un Uber. J'avais besoin d'être seule. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. Ça tombait sous le sens. On s'amusait beaucoup ensemble. Mais puisque je savais qu'il était gai, je ne l'ai jamais considéré comme un petit copain potentiel. Mais s'il n'était pas gai, enfin, on pouvait être ensemble. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je l'appréciais aussi. Mais il fallait que je brime ses sentiments car... Et Corentin alors? Je ne pouvais pas voler l'amour de sa vie comme ça. Il aurait le cœur brisé. Je n'ai pas dormi de la nuit cette nuit-là. Plein de questions surgissaient constamment dans mon esprit. Le lendemain, Tristan m'a envoyé un message en premier, en disant « Tu as bien dormi? J'espère que ce que je t'ai dit hier soir ne t'a pas empêché de dormir. » Avec un emoji qui sourit. J'ai répondu « En fait, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai beaucoup réfléchi à mes sentiments, mais Tristan, je ne veux pas faire de mal à Corentin. On ne peut pas faire ça. » Puis il a répondu « Ne réfléchis pas trop, ça n'a pas d'importance. Réponds juste à cette question. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Dis juste oui ou non. » Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais à ce moment, j'imagine que j'en avais marre que les choses soient si compliquées. Alors j'ai écrit « oui », puis j'ai cliqué « envoyer ». Ok, donc maintenant Tristan savait que j'avais aussi des sentiments pour lui. Et il paraissait si heureux. Il a dit que je ne devrais pas m'inquiéter et qu'on trouverait une solution.
du moment que nos sentiments étaient réciproques. Quelques jours plus tard, Tristan m'a dit qu'il avait vu Corentin pour lui parler. J'avais trop peur de demander à Tristan comment ça s'était passé. Mais à minuit, Corentin m'a appelé. J'étais terrifiée de répondre. Je savais qu'il me crierait dessus. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Il était calme et a dit que Tristan lui avait tout dit et que si j'avais vraiment des sentiments pour lui, je devrais me lancer. Il a dit « J'ai passé des années loin de celui que j'aime et je ne veux pas que ça vous arrive à Tristan et toi. C'est trop douloureux. Vous méritez d'être heureux. En plus, tu m'as tellement aidé. Grâce à toi, j'ai réussi à mettre les choses au clair avec Tristan. Et le fait qu'il soit de nouveau dans ma vie, même comme ami, c'est déjà très bien. Je trouverai quelqu'un d'autre. Et ça me rendrait heureux de savoir que vous êtes heureux ensemble. » J'étais touchée par ces mots. Je n'arrivais pas à répondre. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit qu'il allait sûrement vite rencontrer quelqu'un de génial. Même lui semblait ému. Mais il essayait de le cacher en rigolant, en disant que j'étais une pleurnicheuse. Maintenant que j'avais son soutien, j'ai décidé de tenter le coup avec Tristan. On est allé à un rencard et c'était superbe. Puisque c'était pas la première fois qu'on se voyait, on était très à l'aise l'un avec l'autre. Et maintenant que je savais qu'il était intéressé par moi, j'ai remarqué à quel point il me donnait des papillons dans le ventre. C'était génial. Maintenant, nous sommes officiellement en couple. Il se trouve que mes parents sont assez bons pour jouer les Cupidons. Vous pensez pas? Oh Dieu! Ne puis-je en sauver un de la vague impitoyable? Tout ce que nous voyons ou paraissons n'est-il qu'un rêve dans un rêve? Selon le poète, ce monde et toute vie existante est une sorte d'illusion, car la réalité n'existe pas. Les philosophes l'ont appelé argument du rêve et hypothèse du rêve. Waouh! Quelle leçon intéressante! D'ailleurs, regardez comme il y a un rayon de soleil qui passe à travers les rideaux. C'est tellement joli! Ce genre de temps vous met effectivement dans une humeur si rêveuse, hein? Oui, c'est vrai. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de rose sans épines. Ce soleil peut sembler glorieux, mais il va abîmer tes yeux. Oui, je sais. Les servantes me disent toujours que le soleil est l'ennemi pour moi, pour mes beaux yeux bleus sensibles. En le regardant une fois, je ne pourrai plus jamais rien voir. C'est pourquoi je n'ai jamais été autorisée à quitter ce château. Mes servantes sont toutes identiques avec ces masques, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, bien sûr, j'ai un jour été curieuse et j'en ai arraché un. En guise de punition, j'ai été privée de dessert pendant toute une semaine. Et pire encore, cela n'en valait pas la peine, car le visage de la servante était extrêmement ordinaire. Les masques sont bien plus beaux. Quoi qu'il en soit, je suppose que tout ce qui compte, c'est qu'ils prennent grand soin de moi. Chaque jour, elle m'apporte de la nourriture, de l'eau et de nouveaux vêtements. Je dégustais ma soupe aux poireaux et aux pommes de terre quand j'ai entendu un cri. « Laissez-moi sortir !» Curieuse, je suis allée me cacher dans un coin et j'ai vu deux servantes qui essayaient d'enfermer la fille qui criait dans une pièce. Je n'ai jamais vu cette fille dans ce château auparavant. Je me demande si elle vient du monde extérieur. La pauvre! On dirait qu'elle ne peut pas se contrôler. Le monde extérieur est effrayant, il l'a peut-être rendue folle. C'est beaucoup plus sûr ici au château. Je peux jouer toute la journée, peindre, tricoter et lire. Comme c'est paisible. Mais je n'arrête pas de penser à cette pauvre fille. Je me demande ce qui va lui arriver. Les cris ne s'arrêtaient pas, et ma curiosité a pris le dessus alors. Je me suis faufilée dans la chambre de la fille. Chut! Arrête de crier, personne ne t'écoute. Hein? Qui es-tu? Ah, je m'appelle Maîtresse. Comment tu t'appelles? Maîtresse n'est pas un nom. Es-tu stupide? C'est juste un nom. Tout le monde ici m'appelle comme ça. Cette fille était si têtue, elle semblait se méfier de tout. Pauvre petite fille du monde extérieur. Après avoir beaucoup insisté, elle m'a dit qu'elle s'appelait Nora. J'étais sur le point de lui demander pourquoi elle était ici, quand soudain deux servantes sont apparues et m'ont entraînée. Vous ne devriez pas interagir avec cette méchante fille, et vous ne devez pas être en retard pour votre cours de broderie. C'était agréable de pouvoir enfin parler à une fille de mon âge, et je dois admettre qu'étant donné sa nature effrontée, j'ai trouvé Nora plutôt intéressante. Pendant le cours, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pourrais m'éclipser et la revoir. Ah! Aïe!
Les cris de cette fille agaçante m'ont fait me piquer le doigt. J'ai couru pour aller la voir, mais les servantes m'ont immédiatement bloqué le passage. Peut-être que je pourrais lui faire entendre raison. Croyez-moi, la dernière fois que je lui ai parlé, elle était tout à fait normale. Les servantes désespérées ont échangé des regards, puis m'ont laissé entrer. Comme prévu, quand je me suis approchée de Nora, elle a arrêté de crier. « Hey ! C'est Ariana, mon vrai nom. » Crier ne marche jamais ici. Fais semblant d'écouter ce que je dis, et je t'aiderai à t'en sortir. Les servantes ont été assez surprises de voir que Nora s'est immédiatement calmée et a montré des signes de respect des consignes. Elles nous ont donc laissés et sont parties. Nous avons commencé à bavarder et, depuis ce jour, les servantes me laissent voir Nora tous les jours. Elle m'a raconté qu'avant de mourir, sa mère lui avait donné une adresse pour trouver son père biologique, qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. La grand-mère de Nora l'a aidée à organiser un rendez-vous avec lui et l'a emmenée au point de rencontre. Elle était si nerveuse, mais heureuse en même temps de rencontrer enfin son père. Et au début, il était aussi gentil et charmant qu'elle l'avait imaginé. Mais ensuite, de façon inattendue, juste après avoir dit au revoir à sa grand-mère, il a amené Nora ici et a laissé ces personnes masquées l'enfermer. « Mais tu as de la chance d'être ici, c'est un endroit sûr. »« Non, ça ne l'est pas. C'est juste ce qu'ils veulent te faire croire. » Puis Nora m'a parlé du monde extérieur, de ses amis, de l'école, des centres commerciaux. Tous les jours, elle me dessinait même des tableaux du monde extérieur, de beaux souvenirs avec sa famille, sa maman qui est décédée, et aussi son papa, même si elle ne l'a rencontré qu'une fois. La famille, qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce que je connaissais, c'était les servantes sans visage. Le lendemain, alors que je visitais Nora, elle m'a soudainement dit « Sœur, nous devons sortir d'ici. »« Qu'est-ce que tu veux dire? Ici, c'est ma maison. »« Non, ça ne l'est pas. C'est une prison. Qui peut bien rester à l'intérieur pendant 14 ans, hein? »« C'est à cause de mes yeux. Je vais devenir aveugle si je sors. Mes servantes ne veulent que le meilleur pour moi. C'est pourquoi elles me gardent ici. »« Tu es folle? Tu t'es fait avoir. Réfléchis-y. Sais-tu qui t'a donné naissance? Et pourquoi cette personne t'a laissé avec ces gens ou est-ce que ces gens sont ceux qui t'ont enlevé à ta mère? Tu ne veux pas savoir la vérité? » C'était ma maison, n'est-ce pas? Mais en pensant à ce que Nora venait de dire, ainsi qu'au monde extérieur dont elle me parlait tous les jours, je suppose qu'il serait intéressant de le découvrir par moi-même. Je devais juste faire de mon mieux pour protéger mes yeux. Je me suis donc faufilée dans la chambre de la gouvernante et j'ai volé la clé de la porte d'entrée. En approchant du hall principal menant à la porte, nous avons vu une femme masquée se tenir à côté d'un homme. Dans ses bras se trouvait une jeune fille profondément endormie. « Hein? C'est mon papa! Quoi? Il est venu te chercher ou quoi? Tu ne vois pas qu'ils sont tous dans le même bateau? Et c'est elle la meneuse! » Je les ai observés de plus près et j'ai repéré les cheveux argentés et la robe luxueuse de la femme masquée. Ce n'est pas mon testeur. Elle vit dans la grande suite et me rend visite chaque semaine pour évaluer mes études et mon étiquette. Maman, comment vas-tu gérer ce cas? Laisse-la dans la chambre vide au bout du couloir. Quant à Nora, je pense qu'elle s'installera correctement dans une semaine ou deux. Puis nous pourrons commencer ses leçons d'étiquette et de culture. Quelle Nora? Ah, je me souviens. D'ailleurs, tu devrais te restreindre un peu. Ariana, Nora et maintenant 7 enfants. Ne laisse pas la liste de tes enfants illégitimes être aussi longue que ton bras. Alors, tu peux les jeter quelque part. Pourquoi t'embêter à les élever? Ce sont mes petites filles, après tout. Elles ne peuvent pas finir comme ces rats des rues et qui sait, elles peuvent devenir utiles. Mais il faut que ce soit le dernier. Laura ne doit pas savoir ce que nous faisons. Cela ruinerait le nom de notre famille aisée. Tu comprends? Je sais, mais ne crains rien, car ma femme est gentille et stupide. Grâce à ton geste intelligent, elle est complètement ignorante de ses affaires. Donc, nous étions les enfants illégitimes de cet homme sans cœur? Et à cause de sa tromperie, il nous forçait à vivre dans l'obscurité? Je ne veux plus être enfermée et qu'on me mente. Nous devons nous échapper. À partir de ce moment-là, Nora a continué à se comporter comme un ange, ce qui nous a permis d'étudier ensemble. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Ariana a une convulsion. Nous devons l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. Mais les servantes ont appelé le docteur pour qu'il vienne ici à la place. Oh non, le plan était de s'échapper quand on serait dehors.
Si le docteur venait ici, il découvrirait que mes rougeurs étaient peintes et notre plan serait dévoilé. Ok, plan B. J'étais toujours allongée sur le lit à jouer le rôle d'un patient, pendant que Nora verrouillait la porte de la chambre et allait à la salle de bain en criant « À l'aide! Il y a une araignée géante ici !» Comme prévu, le médecin est allé vérifier, puis Nora l'a immédiatement enfermée. Puis nous avons vite sorti de sous le lit la ficelle nouée faite avec les tissus du cours de broderie, et nous nous sommes échappés par la fenêtre. Ah! Je me suis pris la tête entre les mains dès que j'ai atterri. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de lumière dehors. Ça me brûle les yeux, Nora! Quoi? On n'a pas le temps pour tes hystéries. Tu seras terminée si tu es coincée ici de toute façon. Ouvre les yeux et cours! Dépêche-toi! Mais j'ai peur! Hein? Il ne s'est rien passé. Mes yeux semblaient bien aller. Mais je n'ai pas eu le temps de me réjouir car j'ai aperçu, oh mon Dieu, 2 servantes qui me poursuivaient. Nora a tiré ma main et a couru vers le jardin. Heureusement, nous étions déjà hors de leur vue quand... Ouf! Ouf! Un énorme chien est apparu de nulle part et nous a grogné dessus. Je me suis accroupie dans un buisson quand Nora a fait signe au chien de s'approcher, puis l'a caressé. Waouh! Magique! Le chien est soudainement devenu inhabituellement obéissant et nous a conduits à un endroit secret, un passage de la taille d'un chien. J'ai hésité, mais voyant que les servantes nous rattrapaient, je me suis précipitée à contre-cœur. Je n'arrive pas à croire que je mette mon destin entre les mains de cette fille insouciante. Elle a dit que nous devions aller tout de suite chez sa grand-mère pour avoir de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ces choses qui font des allers-retours sur la route? Pourquoi font-elles ce bruit si fort et gênant? Et pourquoi Nora agite-t-elle ses bras dans tous les sens? Voulait-elle qu'il s'arrête? Dommage que personne ne l'ait fait car elle n'est pas une princesse. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que nous voyions quelque chose que Nora a appelé un camion. Elle s'est précipitée et m'a aidée à monter à l'arrière du camion. Oh! Il était plein de bananes. Je m'en suis rempli la bouche pour éviter de mourir de faim, tandis que le paysage continuait à changer. Ce truc s'est arrêté et nous sommes immédiatement descendus avant de se faire prendre. Je la tenais serrée, effrayée par tous les gens qui nous entouraient. Ils n'arrêtaient pas de me fixer. Et quel genre de style était-ce? Ils avaient tous l'air très bizarres. Peut-être n'étaient-ils que des roturiers. Nous avons ensuite utilisé notre pouvoir pour demander à un homme de nous emmener chez la grand-mère de Nora. Oh, c'était épuisant. Waouh! L'extérieur est vraiment magnifique. Il brille avec toutes ces lumières et il y a des expositions de tout ce qui existe dans le monde comme de la nourriture, des jouets, des fleurs et même des créatures. Oui, tout. Mais le plus important, c'est que mes yeux n'ont pas souffert en regardant ces choses brillantes. Pas du tout. La grand-mère de Nora semble gentille, mais sa maison est remplie d'objets les plus étranges. Pendant que Nora lui racontait ce qui s'était passé, je me suis retrouvée envoûtée par la boîte noire parlante sur le mur. Soudain, la grand-mère de Nora nous a emmenés dans son camion, beaucoup plus petit, et nous a conduites dans un endroit appelé les flics. Ils portaient tous ces mêmes tenues rigolotes et nous bombardaient de dizaines de questions déroutantes. Et qu'est-ce qu'une carte d'identité exactement? Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée que les flics avaient attrapé mon soi-disant père, ma grand-mère et les domestiques également. Comme prévu, c'était un coureur de jupons. Et lorsque ses amants lui ont demandé de subvenir aux besoins de ses enfants, il a eu tellement peur que sa femme le découvre qu'il a pris ses enfants et les a enfermés dans le château. Ils attendent actuellement ce qu'on appelle un procès, qui, selon Nora, est l'endroit où les mauvaises personnes reçoivent leur châtiment. Waouh! Le monde extérieur est tellement occupé. Je n'avais pas réalisé qu'il y aurait autant de visages démasqués. Et cette étrange boîte qui parle me fait toujours peur, surtout quand quelqu'un tient une arme. Nora dit que lorsque je me serai plus adaptée à ma nouvelle vie, je commencerai l'école avec elle. Et un jour, j'apprendrai même à conduire un de ces petits camions. Mais d'abord, elle m'apprend à m'habiller comme les autres et à utiliser cette brique pour communiquer avec eux. Ce monde est déroutant, mais je suis sûre qu'avec l'aide de Nora, je vais bientôt trouver mes marques. Même si c'est juste pour apprendre à répondre à mon voisin mignon.